Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine d'émission. Nous sommes le lundi 13 juillet 2026 et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir une consoeur, à savoir Laurence Waki. Laurence, travaille notamment de près avec le magazine Nexus. Donc, je salue les confrères, sachant que nous allons parler ensemble un petit peu de son parcours, de philosophie, d'agriculture également, et puis de ses ouvrages. Donc, merci de mettre un pouce, de partager l'émission, de vous abonner à la chaîne, bien entendu, puisque on avance progressivement vers les 90 000 abonnés. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Derrière moi, quelques ouvrages pour accompagner l'émission de ce soir, notamment Silence dans les champs de Nicolas Legendre, avec également Fausse pandémie, vrai mensonge de Corinne Lalo, Le monde selon Monsanto de Marie-Monique Robin, Crime alimentaire organisé de Claire Sévrac, avec Complot mondial contre la santé du même auteur, La guerre secrète contre les peuples, l'inénarrable livre, bien sûr, de Claire, avec Sun Tzu, un tsunami de vérité, qui est l'émission de mardi dernier, OMS, menace pour l'humanité de Jackie Cassou et de Patrick Pazin, Mathias Desmet, psychologie du totalitarisme, et enfin La coupe est pleine de Sylvie Simon et Claire Sévrac. Je rappelle à titre personnel que je n'ai aucun lien d'intérêt avec Laurence Waki, je suis apartisan et asyndical, mon casier judiciaire est vierge, je ne suis pas suicidaire, et je rappelle également que je n'appartiens à aucun réseau, puisque je ne suis pas franc-maçon, ni membre du Rotary Club, Lions Club, Table 700, Mon cul sur la commode ou quelque réseau hermétique que ce soit. Évidemment, mon invité est entièrement responsable de ses propos et de ses actions, et je salue bien sûr les modérateurs pour l'émission de ce soir. Donc je vous dis à tout de suite. On relaye, on informe, on éveille. On lit leurs travaux, on écoute leurs interventions. Bonsoir Laurence. Bonsoir Nicolas. Merci d'être présente pour cette émission. Ravi de t'accueillir pour la première fois sur la chaîne, puisque nous nous connaissons hors antenne. C'est peut-être une des rares que je connais plus à l'extérieur qu'en virtuel, pour une fois. Donc, on s'est vu la dernière fois au Festival Nexus, hein, qui a été un moment assez incroyable. D'ailleurs, on va pouvoir commencer l'émission dans un instant si tu veux donner tes ressentis lors du festival. Et puis, on va parler un petit peu de ton parcours, même si en amont, tu m'avais dit que c'était pas ton parcours qui était le plus intéressant à dévoiler, mais il y a quand même quelques thèmes qui me tiennent à cœur, comme la philosophie. Déjà, qu'est-ce que c'est que la philosophie en 2026? Et puis ensuite, l'agriculture. Et on va parler aussi de mouvements comme Oui Justice ou encore le collectif Libre ou Libré. Donc voilà, quelques éléments par rapport à ça. Donc je t'en prie, tu as la parole. Si tu veux te présenter en quelques mots, d'où viens-tu et que fais-tu dans la vie, si je puis dire? Eh ben écoute, j'espère que je donne aux gens à la fois de l'information et quoi faire avec cette information, hein, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'être réceptacle d'informations extrêmement à la fois riches, contradictoires et étouffantes, et ne pas pouvoir agir par rapport à ça. Donc ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, hein. D'ailleurs, c'est ça la philosophie, c'est qu'est-ce que je fais avec tout ce que je reçois, comment je vis, hein. Et vivre, c'est pas qu'aussi ces informations anxiogènes qui pourraient nous parasiter. D'ailleurs, ne sont-elles pas là pour ça? C'est une question à se poser quand même. Concernant le festival Nexus, c'était fabuleux déjà de voir plein de gens dans un côté très bon enfant, avoir des gens aussi très très différents. Puis il faisait très chaud d'ailleurs, comme il fait aussi chaud aujourd'hui. Ça ne nous a pas empêché de faire tout un tas de rencontres, de visites, et beaucoup aussi la visite avec nos gourdes, aller chercher de l'eau et rencontrer aussi
de ce fait, le public, à chaque fois, de discuter. Donc, moi, en ce qui me concerne, il y avait des gens qui ne me connaissaient pas, des gens qui me connaissaient et qui me disaient on est content de vous voir parce que c'est pas la même chose que de voir des gens derrière son écran que de les voir en direct. Et puis, que ça soit pour le public ou que ça soit pour la personne qui est derrière l'écran, ça fait du bien, ces rencontres. Ça veut dire que c'est vivant, on n'est plus dans le virtuel. Et s'il y a bien aussi quelque chose que le Covid a pu nous apprendre, c'est que le virtuel nous rend virtuels à nous-mêmes. Tu sais, j'ai cette métaphore d'un jeu que je viens d'acheter pour mon chat où il y a marqué qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop jouer avec, c'est avec un jet laser. Donc, tu projettes un jet laser et puis ton chat joue avec, sauf qu'à un moment donné, si tu ne lui donnes pas un vrai jouet, si tu ne lui donnes pas quelque chose qu'il peut toucher, qu'il peut voir, qu'il peut sentir, ça crée des frustrations. Voilà, cette création de frustration, c'est exactement ce qui se passe quand on n'est pas amené à voir les gens, qu'on n'est pas amené à se rencontrer, à exercer avec nos sens. Puisque pour moi aussi, la philosophie est quelque chose de charnel. Donc c'est avec nos sens qu'il est important d'éprouver ce qui se passe et qu'il est important aussi d'éprouver l'information, d'accepter aussi d'être mal, mais d'être mal pour après être bien, justement. Qu'est-ce que je fais avec ce mal-être qui est normal d'ailleurs? C'est-à-dire que quelqu'un qui serait bien en ce moment, il y a un souci quand même. C'est normal d'être mal en ce moment, mais de savoir d'où ça vient. Voilà, c'est ça mon travail chronique. C'est d'ailleurs la phrase de Yiddu Krishnamurti, ce n'est pas un signe de bonne santé malade que d'être bien adapté à une société malade. Justement, nous sommes Krishnamurti, franchement, voilà, on a la bonne référence. Et justement, en reprenant une de tes interventions sur le média Artemis en Belgique le 8 mars 2025, tu disais que, ah bah oui, j'ai un peu potassé quand même avant l'émission, la philosophie, pour toi, c'est poser des questions en regardant la réalité, en proposant, et surtout en proposant des réponses. Alors, bien sûr, comment dire, la racine philosophie, Sophia étant la sagesse, c'est l'amour de la sagesse. Et j'aime beaucoup cette phrase de Cicéron qui disait philosopher, c'est apprendre à mourir. Ça, c'est une phrase qui est gravée dans le marbre. Mais alors, qu'est-ce que la philosophie en 2026 dans une dystopie? Parce qu'en réalité, et tu le sais aussi bien que moi, tu l'as déjà dit chez nos confrères, notamment de géopolitique profonde, nous ne sommes pas en démocratie. Mais alors, dans une dystopie façon Orwell, Black Mirror, etc., comment philosopher lorsque les valeurs sont totalement inversées? C'est justement le moment où il faut philosopher, quand les valeurs sont atrophiées, il s'agit de ne pas laisser ça, être pris dans une double peine. C'est-à-dire que non seulement on est attaqué dans notre vie, mais en plus, on te laisserait prendre le temps, réfléchir. C'est justement l'occasion dans ces situations de réfléchir à sa vie. Et parce qu'on réfléchit à sa vie, parce qu'on réfléchit à sa place, que d'ailleurs on comprend la place de l'autre et on laisse la place suffisante à ce qui se passe sans non plus la laisser nous prendre notre propre vie. Rappelons quand même que la vie, en tout cas celle que l'on peut voir, est éphémère, elle est précieuse justement. Donc c'est là justement que la philosophie, cette sagesse, cet amour de la vie est fondamentale. C'est que plus la situation aurait tendance à nous prendre aussi notre vie privée, plus il est important de s'y retrouver et de retrouver les autres aussi, et ce que j'ai dit aussi tout à l'heure par rapport au réel. Voilà, donc la philosophie au jour d'aujourd'hui est encore plus importante qu'elle n'était avant, dans des situations où finalement elle nous amène à créer une nouvelle façon d'être à la vie. Donc de trouver ses propres ressorts. Moi, mon travail, dans les mots que je peux donner, c'est que tout à chacun devienne lui-même son propre philosophe. Cette transmission, elle est là, c'est-à-dire que par rapport à sa façon de prendre la juste distance, de permettre à autrui aussi de prendre la juste distance par rapport à ce qui se passe. Il y a des gens qui peuvent recevoir un certain niveau d'information. Nous, quand on traite l'information et qu'on la redonne, ça nous permet d'une certaine façon aussi de la digérer, c'est-à-dire qu'on en fait quelque chose, on est créateur. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout créateurs, qui se retrouvent complètement à recevoir des situations et se retrouver dans une impuissance.
Et parce qu'on est et qu'on peut tous être dans cette impuissance, avoir une philosophie de vie, avoir un art de vivre est absolument fondamental. Et puis pour aimer la vie, pour aimer sa vie. C'est la sagesse, c'est cet amour qui nous permet d'avoir du temps pour apprendre à se connaître. Et apprendre à se connaître, on ne se connaît jamais tout à fait. Donc c'est un éternel recommencement. Et suivant les situations extérieures, suivant le contexte, on va être amené à de nouveau faire connaissance avec soi. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. J'ai aussi une formation d'art dramatique. Quand tu joues un personnage, tu joues pas forcément un personnage. Tu comprends le contexte et suivant le contexte dans lequel tu vas mettre ton personnage, c'est ça que tu vas jouer, c'est la réaction au contexte. Donc c'est bien le contexte qui te crée une personne que toi-même tu vas être co-créateur. Voilà, donc la philosophie, oui, c'est fondamental. Mais la philosophie, c'est pas quelque chose d'élitiste. La philosophie, c'est la capacité justement à se poser des questions, à accepter de douter et surtout à accepter du vide, accepter toujours je ne sais pas. Parce que la science aussi, c'est je ne sais pas. C'est justement, c'est ce qu'on disait avant de prendre le direct, c'est que ce n'est pas censé être un domaine élitiste d'entre-soi, un peu comme le domaine scientifique d'ailleurs. Et finalement, le Covid a été une opportunité aussi pour philosopher, puisque les phases de confinement, pour beaucoup d'entre nous, pas tous, hein, pour ceux qui étaient en première ligne, ils n'ont pas forcément eu le temps de se poser pour réfléchir et pour repenser le monde. Mais en tout cas, pour ceux qui ont été contraints de le faire, ça a été l'occasion aussi de voir sur la notion de temps, parce que dans la philosophie, ce qui est assez aussi intéressant aussi, c'est le rapport au temps qui passe. Et justement, tu parles de philosophie de temps. Je viens d'achever la lecture audio de la grande réinitialisation de Klaus Schwab. Donc ça a été assez pénible comme lecture, mais j'en ai fait 3 parties et mercredi, vendredi et mercredi prochain, ce sera diffusé à 19h. Comme ça, justement, les gens prendront conscience un petit peu de ce qui a été écrit en juin 2020 par Schwab et Malray, et de voir ce qu'on vit aujourd'hui en 2026, si beaucoup de choses se sont réalisées. Et j'ai retrouvé le passage justement que je cherchais depuis un moment dans ce bouquin, page 202 du livre, qui en fait 232. Il dit: le Covid est la maladie la moins grave de ces 2000 dernières années. Mais ce qui est assez, comment dire, cynique dans cette histoire, c'est que tout a été fait avec le Covid pour booster et pour accélérer ce que les gens acceptaient moins avant 2020, c'est-à-dire le passage au transhumanisme, le passage à l'intelligence artificielle. Et ce que je ne me rappelais pas dans le livre, et en le faisant en lecture audio, j'ai remarqué qu'il revenait beaucoup sur l'affaire George Floyd. Et on pourrait se demander pourquoi l'affaire George Floyd se trouve dans le livre de la grande réinitialisation. Mais en fait, c'est le rapport aussi au wokisme et au mondialisme. Et on voit bien en fait que il y a aussi cette vision de Schwab qui est citoyen du monde. C'est ce que disait Zemmour à Jacques Attali, c'est-à-dire le mec qui vit dans les aéroports et qui ne bouge jamais des aéroports, qui va d'un aéroport à un autre et qui ne connaît pas la vraie vie. Et en fait, ces gens-là sont tellement déconnectés du réel. De temps en temps, ils parlent des femmes de ménage, des ouvriers, etc., pour dire qu'ils connaissent un peu les gueux d'en bas. Mais ces gens-là, justement, sont tellement hors sol. Et pour eux, je pense que la notion de philosophie, elle est très éloignée de la notion d'un Socrate ou d'un Aristote, parce que pour eux, la philosophie, c'est surtout penser contre l'identité, contre le rapport à la nation et contre le rapport aux racines. Pour ces gens-là, finalement, ce ne sont que des théories qui rappellent les heures sombres de notre histoire. Pour eux, le monde, c'est forcément multipolaire, ça va dans tous les sens, c'est interconnecté, on ne pourra pas faire sans. Et ce qui est intéressant dans ce qu'on dit là, c'est que quand on voit la grande réinitialisation et le banquet de Platon ou des bouquins d'Aristote, etc., c'est totalement l'antithèse. En fait, c'est le dévoiement total des philosophes du passé et surtout du rapport à l'humain. Parce qu'en fait, ces gens-là pensent que l'humain est un être résiduel. D'ailleurs, c'est la définition de Laurent Alexandre, hein. L'humain, il doit devenir immortel, mais c'est pas adapté pour tout le monde. Et alors, justement, est-ce que la philosophie peut, entre guillemets, contre-attaquer et être une réponse à ces fous furieux qui sont fous
juste de manière mentale, mais qui savent parfaitement ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais est-ce que la philosophie, justement, peut contrecarrer le plan des mondialistes dans un avenir proche, à ton avis? En tout cas, le plan des mondialistes, et d'ailleurs on retrouve la même chose par rapport à l'écologisme, hein, et donc la mise en place avec Rockefeller, donc là on revient encore plus loin sur la fin du 19e. J'avais déjà expliqué comment a été mis en place cette détestation de soi et ce système d'agenda, là on l'a vu notamment, de quelque chose d'extrêmement mécanique, d'une espèce de logique froide, sauf que la vie, le vivant, c'est l'imprévisible en permanence. Et puis cet imprévisible, c'est quoi? C'est la liberté. Qu'est-ce que ne supporte pas ce système-là de doxa? C'est la liberté. À partir du moment, la philosophie, c'est effectivement de vivre sa liberté. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, la liberté, c'est compliqué. La liberté, c'est difficile. Être libre, c'est aussi être responsable. C'est aussi accepter de peut-être s'être trompé dans tel ou tel choix ou avec tel ou tel partenaire. Et ça, les gens n'apprennent pas cette liberté-là. Ils apprennent un prêt à penser. Tu parlais tout à l'heure en classe de terminale comment on apprend, quand on l'apprend en tout cas, un prêt à penser, mais pas sa liberté d'être. Et à partir du moment où il y a cette liberté d'être, il y a cette liberté de faire. Et cette autonomie-là, elle ne peut pas aller avec des gens qui ont décidé qu'au mieux tu étais des pions, voire un simple numéro qui peut s'effacer parce que tu gênes, et puis parce qu'il faut quand même bien rappeler l'objectif de ces gens qui se croient maîtres du monde, qui sont maîtres, je sais pas de quoi, mais s'ils voyaient la vérité, ils verraient qu'ils ne sont maîtres de rien, et surtout pas maîtres des gens libres. L'idée, c'est quand même de réduire la population. Alors, justement, ce qui est assez intéressant, c'est la notion de liberté que tu évoques, que nous évoquons depuis tout à l'heure. Nous sommes à la veille du 14 juillet. C'est important de faire une piqûre de rappel. Le 14 juillet, c'est la version officielle, c'est la Révolution dite française, Ouais, avec la le prise de la peuple. Bastille. Ouais. Voilà, exactement. Et puis la version officieuse, mais qui commence à renverser celle officielle, c'est le coup d'État maçonnique importé d'Angleterre, et notamment évoqué dans l'ouvrage de Serge Monast sur l'historique des Illuminati. Et encore une fois, hein, je rappelle, je ne l'ai pas sorti, mais parce que le pauvre, enfin le pauvre, il est en permanence dans ma bibliothèque, mais c'est un des livres à lire. Quand vous avez lu ça, vous avez lu 150 bouquins, au bas mot. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que liberté, égalité, fraternité sont des devises maçonniques. Et ce qui est assez cynique et paradoxal dans l'histoire, c'est que quand le système nous parle de liberté, ça n'a pas la même vision et le même objectif que quand nous, on parle de liberté. J'habite à Sarlat, dans la ville de Étienne de la Boétie, qui a fait quand même ce fameux discours de la servitude volontaire à l'âge de 16 ans. Donc je rappelle que la Boétie est née en 1530, donc il l'a fait en 1546, ce discours. Donc 16 ans, il était d'une maturité, d'une précocité exceptionnelle déjà à l'époque, hein, un grand ami de Michel de Montaigne. Le discours a été publié en 1576, donc quelques années après sa disparition, puisqu'il est mort très jeune. Il est mort à 33 ans en 1563, et il parle de servitude volontaire. Nous sommes à l'heure actuelle dans la servitude volontaire, et depuis très longtemps, j'allais dire depuis même 1789, puisque en réalité, la notion de liberté que les loges maçonniques ont mis en place, c'est la liberté, mais au sens de l'esclavage moderne pour les élites. C'est-à-dire, ce que disait Orwell, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, et l'ignorance, c'est la force. Et donc, en fait, c'est ça. C'est pour ça que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui, quand ils apprennent la liberté en termes philosophiques, qu'il y a deux définitions au moins, celle du système, des oligarques, etc., qui nous disent vous êtes libre, mais vous êtes libre selon nos dogmes et notre vision de gouverner. Parce qu'un être vraiment libre, il est émancipé de tout, que ce soit des taxes, que ce soit des impôts, que ce soit de tout ça. Et même de la souveraineté intellectuelle. Et tu te rappelles à Nexus, on nous a souvent posé la question, les confrères nous demandaient souvent quelle est notre vision de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Et justement, l'autonomie est une forme de liberté personnelle sans attendre d'autrui qu'il agisse à notre place et qu'il pense même à notre place.
pour ça que moi, je me définis comme électron libre. C'est-à-dire que si demain je me fâche avec des alliés, parce que je suis pas d'accord et parce que ça va à l'encontre de mes principes, ça doit rester mon droit. Et pas parce qu'on fait partie d'un groupe ou d'une communauté. Et je voudrais qu'on revienne là-dessus parce que plus que jamais aujourd'hui, dans le système dictatorial dans lequel nous vivons, dans la tyrannie covidiste que nous avons vécue, où on a parlé de liberté individuelle, de liberté fondamentale, comment dire, d'actes civiques pour se vacciner, chose qu'on n'avait jamais entendue auparavant. Pour toi, quelle devrait être la liberté d'un être humain si les choses changeaient dans le bon sens? Déjà, à tout à chacun à trouver sa propre liberté, en sachant évidemment qu'il y a des limites, mais d'explorer le plus possible cette connaissance de soi, ce que j'ai appelé moi après aussi la souveraineté personnelle, puisqu'on parle de souveraineté du pays qui est largement écorné en France, et pas que en France, mais bon, de rejoindre cette propre souveraineté. Il y a par rapport à la liberté cette acceptation de la prise de risque. La prise de risque, c'est aussi d'accepter sa solitude. La solitude, c'est à la fois extraordinaire aussi, mais quand elle est subie, si l'autre est vu comme ce qui va permettre de sortir de cette solitude, l'autre devient un faire-valoir. Comment être avec autrui vraiment dans cette liberté d'être parce qu'il y a ce plaisir ou parce qu'il y a cet échange à un moment donné. Alors, c'est compliqué d'être humain quand même parce qu'on aime faire plaisir. Donc, comment faire plaisir? Comment être aussi libre? C'est une question de dosage. C'est évident que parfois, ce qu'on voudrait, c'est peut-être pas tout à fait comme ça, mais c'est à soi de l'expliquer, c'est à trouver ensemble aussi comment être le mieux possible soi, et puis assurément se préserver des grands moments de solitude. C'est dans la solitude aussi que l'on trouve de la nouveauté, à condition d'être dans le plaisir de la solitude. Et souvent, qu'est-ce qu'on apprend un peu trop aux gens? C'est d'être toujours en activité, donc de ne pas savoir être dans ne rien faire, être seul. Oui, mais c'est ça qui te permet d'être créatif. C'est ça qui te permet aussi de t'apprendre alors que finalement, t'es pas dans quelque chose qui est narcissisant à ce moment-là. Mais oui, mais tu apprends à t'aimer aussi autrement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, encore une fois. C'est une exploration permanente, mais cette exploration qu'on a de soi, elle permet aussi d'avoir un autre regard sur l'autre, et un regard beaucoup plus en amour, et pas du tout l'autre en étant il est un peu nous, et puis au moment donné où on est en confrontation avec l'autre, l'autre nous connaît mieux que nous-mêmes, puisqu'il voit quelque chose que nous, on ne voit pas forcément. Donc c'est toute cette capacité à être sans, sans finalement attendre d'être valorisé, attendre d'avoir la place qui va nous donner une impression. Mais ne pas attendre, ça ne veut pas dire ne pas la désirer. C'est toujours c'est une question de dosage. En réalité, je crois sincèrement, si j'ai bien une phrase à retenir, c'est conjuguer les et. Voilà. Et jamais d'être dans le ou, mais toujours d'être dans le et, d'avoir plusieurs positions. Oui. Alors justement, on va aborder le parcours qui est le tien, parcours de l'auteur. Donc tu as écrit notamment un pamphlet Madame ou Mademoiselle aux éditions Max Milo, un essai Mon sexe a-t-il une identité? Ouais. Alors ça, il aurait dû être publié en septembre 2023 par Patrick. Bon, on n'a pas réussi à trouver comment fonctionner ensemble. Et je pense aussi que avec plus on met les gens dans une situation d'anxiété, plus ils ont besoin de certitude. Et cette interrogation, notamment sur l'identité de sexe, je ne sais pas si aujourd'hui elle n'est pas un peu prématurée dans le climat actuel, même si pour moi elle est nécessaire. Pour moi, elle est parfaitement dans le sujet, surtout à l'approche des VARS à nouveau en septembre, etc. Et oui. On est plus que jamais d'ailleurs. On va, comment dire, là, je vais refaire une émission
au mois d'août avec Rémi Daillé sur l'école à la maison et l'instruction en famille. Et on voit qu'il y a beaucoup de freinage dans les inspections concernant l'instruction en famille parce que forcément, si on s'émancipe et si on trouve une échappatoire au programme EVARS, à la numérisation de l'esprit des enfants, etc., on empêche les familles de faire l'école à la maison, alors qu'on sait très bien qu'ils sont beaucoup plus avancés que ceux qui vont à l'école. Et donc, je pense qu'au contraire, en contre-propagande de tous les ouvrages qui sortent, souvent estampillés et comment dire, soutenu par l'éducation nationale sur des passages complètement pornographiques pour des gamins de 8-12 ans. Voilà. Ensuite, tu as écrit 4 romans policiers, donc avec comme journaliste enquêteur et la Matisse, donc pas encore Ouais. publiés. Oui, Et alors puis, Guy les a pris. Alors, je sais pas ce que Guy Trédaniel, ouais. Je ne sais pas ce que ça va devenir pour l'instant, mais oui, mais tu as pu voir que je parlais déjà du greenwashing, de la grande distribution et de Big Pharma. Bien sûr. Non, non, mais tu traites des sujets d'actualité. Puis, tu m'as dit également qu'en janvier prochain, tu allais sortir un bouquin sur l'écologie, ou plutôt Voilà. l'écologie. Il s'agit, alors encore une fois, que ça soit sur l'identité de sexe ou l'identité en règle générale par rapport à la biologie, ou que ça soit par rapport à l'écologie ou l'écologisme, justement, la différence entre les deux. Hein. Rappelons que l'écologie, c'est que l'humain fait partie du vivant, et l'écologisme, l'humain est coupable et doit être séparé du vivant, voire être écarté, puisque c'est lui qui tuerait le vivant. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte que les gens se posent des questions. Alors évidemment, j'apporte des réponses et toujours grâce à des lectures scientifiques avec lesquelles d'ailleurs j'aimerais organiser des conférences là-dessus parce que c'est important de voir des scientifiques, de voir comment ils fonctionnent, que la science n'est pas vérité, qu'il n'y a pas de vérité là-dessus, mais qu'il y a des hypothèses, des réponses qui entraînent de nouvelles questions. C'est une jubilation en réalité, la science. La science ne peut vous affirmer donc justement à se poser réellement ce problème quand on parle de consensus scientifique. On a affaire à un oxymore. Il ne peut y avoir de consensus et de science. Bien sûr. On peut pas, comment dire, ça s'appelle de la dictature sinon. C'est ça dans tous les milieux, que ce soit en préhistoire, en sciences, etc. Le consensus scientifique n'existe pas. C'est impossible. Pas possible. Et la science ne peut pas évoluer s'il y a consensus. Ça veut dire qu'on est tous d'accord, donc on n'avance plus. Terminé. Rappelons le principe de Karl Popper, qui, à mon avis, est très important à rappeler, c'est que la science est science parce qu'elle est réfutable. C'est-à-dire qu'on peut prouver qu'elle n'est pas, l'hypothèse ne tient pas la route. Mais ce n'est pas parce que l'hypothèse ne va pas fonctionner dans un cadre qu'elle ne fonctionnera pas et qu'elle ne sera pas prouvée dans un autre cadre. Tout est une question de cadre. Le cadre va changer ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en philosophie aussi, et dans la vie en règle générale, il n'y a pas du vrai absolu, il n'y a pas du faux absolu. Et ça, je sais que ça peut être troublant, mais la réalité, elle est ça, quand on commence à même soi-même s'observer. Ah, je ne t'entends plus. Pardon. Je disais, on va aborder tes billets d'humeur, Oui. notamment sur la politique française. Mais avant, j'ai une question un peu générale à te poser, puisque quand je démarrais les émissions, il y a quelque temps déjà, j'avais tendance à demander le parcours de l'invité avant 2020, pendant 2020 et après 2020. Toi, depuis ces 6 dernières années, comment as-tu évolué entre guillemets, dans la société? Comment es-tu venu à faire des billets d'humeur, à travailler de près et de loin avec le magazine Nexus? Comment ça s'est passé au fur et à mesure du Covid? Alors justement, parce que tu parles des billets et que je savais qu'on allait faire cette émission, j'ai regardé l'évolution de mes billets qui déjà montre cette évolution. Le premier billet, je l'ai écrit à l'arrivée de Macron. C'était en fait des aphorismes. Donc il y avait une réaction par rapport à ce monsieur qui arrivait dans le Cézou, qui avait été ministre de l'économie et qui déjà avait déclaré la politique, c'est faire des discours. Ce qui était quand même très inquiétant et ce qui est effectivement ce à quoi il a continué à faire, c'est-à-dire à faire des discours, même s'il est, à mon sens, de moins en moins bon.
en tant qu'interprète de ces discours. Et notamment un des derniers discours, celui sur son hommage Marc Bloch, qui d'ailleurs, dans le billet d'humeur, le dernier, je montre des réactions des lecteurs du Figaro qui ne sont pas du tout convaincus. Et que, bon, donc le prochain Et Ursus. le tout dernier hommage qu'il a fait, c'est à Dreyfus, Oui, sachant que Emmanuel Grégoire va débaptiser une place Maurice Barrès pour mettre à l'honneur la fille d'Alfred Dreyfus. Donc, ce qui est quand même. Moi, j'ai commenté son post, enfin, j'ai pas pu commenter sur le post d'Emmanuel Grégoire, puisqu'il empêche toute personne de commenter. Donc, c'est un peu comme Manuel Bompard qui m'a bloqué, ce qui est un honneur quand même, surtout s'il devient Premier ministre si Mélenchon passait en 2027. Enfin, ça fait beaucoup de conditionnels pour l'instant. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que on voit bien que c'est plus facile et plus rapide de débaptiser des rues, des places, etc., plutôt que de s'occuper de la pédocriminalité dans les établissements périscolaires. C'est beaucoup plus facile. Et puis en même temps, ça mange pas de pain parce que comme ça, on flatte deux, trois égos, deux, trois groupes, et puis comme ça passe bien tout seul. Voilà. Mais ce qui était intéressant dans ce que tu montres là, dans ton billet, meilleur acteur français de tous les temps, c'est vrai que on a le caméléon entre Top Gun, l'opticien, le sauveur d'EDF, etc., le boxeur. Bon, j'ai une petite pensée pour Olivier Marleix, quand même, qui avait beaucoup dénoncé l'affaire Alstom et beaucoup d'autres choses, qui, euh, qui a été suicidé probablement, hein, un peu comme un Bérégovoy bis. Et donc, à travers ce billet, tu nous présentes plusieurs choses, que ce soit le mois de mai, que ce soit aussi, alors grosse polémique sur le mois de mai d'ailleurs. On a aussi prendre sa voiture, les frais de carburant, les ZFE également. Donc, tu as plusieurs sujets à la fois, le prix du gaz, le hantavirus. Voilà. Donc, on a tout ça, la vaccination également. Oui, alors, comme justement, les billets ont commencé vraiment, donc les aphorismes initiaux, c'est pour ça que ça continue à s'appeler les aphorismes etc. Ça commence à s'accroître en 2018, un petit peu, mais toujours en étant très incisif, malgré tout, et en critiquant, mais factuellement, les actions d'Emmanuel Macron, quand il nous traitait de Gaulois réfractaires, etc. D'ailleurs, on oublie, hein, c'est ça aussi le travail d'ailleurs de la philosophie, c'est le travail sur la mémoire. Cette mémoire qui à la fois est fondamentale de nettoyer et en même temps fondamentale de retrouver aussi, bon, pour avoir un suivi, un fil conducteur de ce que l'on vit. Et à partir de 2019 déjà un peu plus un peu plus de textes, de plus en plus, d'ailleurs, qui avait commencé à parler sur Édouard Philippe. Je m'interrogeais sur ce monsieur. Il y a eu un film en 3 volets sur lui, en voyant la différence entre ce qu'il semblait être et puis ce que le pouvoir l'avait mis en avant, c'est-à-dire quelqu'un, à mon sens, de désincarné. Bon. Mais la conscience politique, au fur et à mesure, est devenue de plus en plus forte. Et c'est vrai qu'avec le Covid, là, dès mars 2020, là, ça a commencé à être de plus en plus étoffé. Et à partir de 2021, donc passe sanitaire aussi juillet, là, de plus en plus avec des références, parce que aussi à trouver des informations via, d'abord c'était surtout François aussi, ou aussi Le Monde, j'ai toujours mis en les deux. D'ailleurs, c'est assez intéressant souvent de confronter les deux. Et puis après sur Twitter, donc de plus en plus de sources, c'est-à-dire de passer du ressenti avec une conscience politique de plus en plus forte et un regard de plus en plus acéré, de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'on passe d'un ressenti, d'une critique, de voir quelqu'un qui nous parle qui n'est ni de droite ni de gauche, que ça n'a pas de sens, qu'à la limite, ce n'était pas de la gouvernance, puisque dès le départ, pour moi, c'était de montrer que le pays n'était pas gouverné, qu'il y avait une non-gouvernance. C'est pour ça que ça s'appelle politique française, c'est-à-dire une non-politique en réalité, pour justement en creux voir ce que devrait être si le pays était réellement gouverné, dans son intérêt, avec sa souveraineté. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ces billets, il y a cette évolution d'une conscience au fur et à mesure. Et puis il y a aussi effectivement le confinement, t'en parlais tout à l'heure, qui faisait qu'on avait un temps différent.
Cette possibilité qui a été au départ dans François et puis aujourd'hui avec Nexus de diffuser. C'est vrai que les chroniques, c'est un petit peu différent. C'est une autre façon de diffuser à l'oral. Et c'est vrai que depuis, je crois, novembre, à la fin de chaque chronique, je chante une chanson du patrimoine, d'ailleurs, très court. Hein, je chante dans l'idée que, effectivement, comme dit Samuel Beckett, quand on est dans la merde jusqu'au cou, il ne reste plus qu'à chanter. Il y a cette idée que les gens sortent de Billets du beurre avec un sourire et puis peut-être un air en tête qui va leur rester. L'important, si tu veux, quand tu donnes une information, d'à chaque fois mettre des plages de repos, des plages de rire aussi. Justement, pourquoi en tant que philosophe, de donner une vision différente de l'actualité, même si on a en général les mêmes informations et des mêmes informations de restriction, qu'elles soient de liberté ou de finance. Et puis, ça ne risque de pas s'arranger du tout, en réalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je commence l'écriture, je me dis que je n'aurai rien. Et je commence à travailler dessus. C'est un mois où je récapitule tout ce qui s'est passé. Et pendant plusieurs jours, je ne suis pas bien, en réalité. Donc, mon travail, c'est de ne pas être bien, donner de l'information pour quand même en sortir et être bien. Et j'espère donner ça quand je fais les chroniques. Alors justement, parmi les chroniques, parce que moi je te connais pas depuis très longtemps finalement, ça remonte à, on va dire, l'année dernière peut-être, je sais Et pas la soirée exactement. GPTV. Oui, il y a eu la soirée GPTV. Après, je t'avais vu passer par-ci par-là sur Nexus, mais il est vrai qu'on a fait connaissance notamment depuis que j'ai commencé les émissions solidaires avec le monde agricole, où là, on a pris un essor considérable, étant donné que aujourd'hui, comment dire, il y a un combat pour préserver notre agriculture, et bien sûr, c'est pour ça que j'ai ressorti les ouvrages consacrés, sachant que Silence dans les champs, c'est un ouvrage qui m'avait été recommandé par Michel Chanu, donc j'ai une pensée pour Michel ce soir, parce que il était très engagé dans le milieu agricole, et c'est Nicolas Legendre, Silence dans les champs, sur les suicides dans le monde agricole. Et à Nexus, justement, au festival, on m'a passé 2 flyers. Alors le premier, c'est Oui Justice, dont tu vas nous parler dans un instant, parce que tu as fait une intervention dans le cadre de Oui Justice pour une agriculture plus libre et une information plus juste, et avec notamment les Paysans Libres, le collectif Paysans Libres, collectif citoyen de soutien aux paysans dont l'attachement fondamental est la liberté d'action et de parole. Voilà, ça c'est ce que j'ai reçu aussi comme flyer. Alors, concernant Oui Justice, c'est une action collective pour une agriculture plus libre et une information plus juste. Donc, il est question des résidus de vaccins et d'antibiotiques dans notre alimentation, des consommateurs non informés sur les risques, des euthanasies à la chaîne à l'intérieur même des élevages et des suspensions d'activités délétères pour les éleveurs. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à participer à ce combat? Alors, en fait, depuis mars, je travaille à trouver avec eux, parce que eux, c'est leur métier, c'est pas le mien, des actions pour permettre une autonomie. Où est-ce que leur autonomie, elle est attaquée? Au niveau du porte-monnaie, c'est-à-dire que les paysans éleveurs qui ne veulent pas vacciner leurs troupeaux sont interdits d'amener leurs animaux à l'abattoir. En fait, ils sont interdits d'activité, ils sont, rappelons-nous, ce terme qu'on a connu il n'y a pas si longtemps, suspendus. Alors, c'est pas dit comme ça, mais ça revient à une forme de suspension d'activité de toute façon. Donc, à partir de mars, comme il y a eu déjà ce qui s'est passé en décembre, c'est-à-dire ce choc, hein, où effectivement, avec un abattage de masse dans la famille L'Homme, qui a effectivement mis un état de sidération complet, qui rappelait une autre sidération qui a été créée avec le confinement. Il y a cette idée au départ, de ce que j'ai compris, parce que c'est eux, mais il y avait toujours des agriculteurs, des paysans, enfin on va plus appeler, ils s'appellent eux-mêmes paysans, éleveurs, qui, c'est un peu comme les restaurateurs, comme tous, comme nous sommes électrons libres, chacun est maître chez lui.
Ils sont habitués à ça. Donc, pour qu'ils se mettent en collectif, fallait vraiment qu'ils arrivent dans quelque chose d'incompréhensible et surtout d'être complètement dans un arbitraire complet et dans un tout pouvoir administratif qui en réalité n'avait pas tout ce pouvoir mais qui se le donne et de plus en plus. Donc, eux, ils ont commencé à se regrouper en décembre. Puis au début, c'était le Pays basque. Et puis au fur et à mesure, ils s'agrandissent. Donc, libré, qui est un mot basque. Et pourquoi libré? Parce que libré et libre sont exactement les mêmes mots en français. Donc, il y avait ce côté de créer un collectif qui, en réalité, garde l'indépendance de chacun. C'est un collectif un petit peu qui n'est pas une association, qui n'est pas qui n'a pas de fonctionnement juridique clair. Chacun reste maître chez lui. L'idée, c'est de quand même pouvoir faire des actions collectives. Et le résultat, c'est là aujourd'hui Oui Justice, qui n'est pas simplement avec les agriculteurs, hein, qui est aussi sur la censure, qui est aussi sur le Covid, qui est aussi par rapport au donc qui s'ouvre là. Mais là, par rapport à eux, justement, l'idée, c'est qu'avec, sur ce cas précisément, des pétitions, on arrive à faire quelque chose qu'on croyait, enfin moi je ne savais pas, et tout autour de moi, je ne savais pas qu'on pouvait faire des actions collectives. On a la connaissance des class actions, on pensait que c'était qu'aux États-Unis. Et là, ben non, d'une certaine façon, on peut faire des actions collectives. Il y a au départ simplement des pétitions qui, de pétitions, vont arriver à des gens qui vont s'engager et qui vont engager le cabinet. Donc, on peut les retrouver sur ouijustice.legal. Voilà. Alors justement, je vais partager le lien juste après. Je te propose qu'on passe ton intervention du 20 juin, donc qui remonte à presque un mois, sur les paysans. Donc, concernant l'obligation et l'interdiction vaccinale en France, ainsi que en deux, soutenir l'élevage paysan, c'est combattre la maltraitance animale, à rappeler à L214 qui serait contre tous les abattoirs. Alors, sur L214, j'avais reçu Laurent Richier concernant le domaine de la viande et on s'est aperçu qu'L214 avait comme actionnaire certains oligarques, pas très très loin de Bill Gates. Donc, c'est pour ça que je me méfie beaucoup maintenant des associations connues en plus internationalement, parce que L214 filmait les abattages d'animaux, etc. Et a priori, voilà, fait de la prévention, etc. Le problème, c'est que quand, et encore une fois, il faut toujours regarder où va l'argent, d'où vient l'argent, etc. Et c'est toujours compliqué de faire confiance à une association dite un peu philanthrope où on a des affiliés à Soros ou quoi que ce soit en arrière-boutique. Et malheureusement, il y en a beaucoup plus qu'on l'imagine dans le monde animal comme dans le monde paysan. Là, par exemple, j'ai vu hier, je fais une petite parenthèse, mais c'est sidérant parce que on voit que les écolos n'ont aucune honte à être médiocres à ce niveau-là. Sandrine Rousseau est allée rencontrer la coordination rurale. Bon, à part critiquer le fait que la coordination rurale fait un barbecue, elle avait rien d'autre à dire. Et bon, la coordination rurale, c'est 4 millions d'euros de subventions en 2025. 3,8 millions pour la FNSEA, 3,8 millions pour les jeunes Oui, agriculteurs, ils Mossa sont Paysanne. Voilà. Donc, si tu veux, tu cumules 6 ou 7 syndicats, tu as 12 millions d'euros. Les 12 millions d'euros, je préfère qu'on les donne aux paysans qui sont endettés à cause justement de ces syndicats qui font le tapin pour le système, parce qu'il faut rappeler qu'un syndicat, il est juste là pour préserver son truc. Soi-disant qu'il défend les paysans, on a 1 à 2 paysans qui se suicident chaque jour, depuis 40 ans, au moins. Aujourd'hui, on a 350 000 paysans dans le pays, agriculteurs, alors qu'il y a 60 ans, on en avait 10 fois plus, 4 millions. Et on nous dit oui, mais faut continuer de faire des abattages, etc. Donc tout ça est de la fumisterie. Et les écolos, là, ils ont quelque chose à dire parce qu'il y a de la canicule provoquée, mais il y a de la canicule. Mais demain, non, quand il non. fera froid, on peut rien à dire. Tu vois. Donc, Non, mais de toute façon, vas-y.
Les écolos politiques n'ont rien à voir avec l'environnement et l'écologie. Là-dessus, voilà. Alors, concernant L214, alors déjà, elle avait fait, tiens, non, on verra après, elle avait préfacé ce livre. Alors, ah oui, faudrait que je le mette à l'envers. Comment je peux, oui. Non, c'est bon. Vas-y, remontre. Agriculteur, les raisons d'un désespoir. Lève un peu. Et en dessous, c'est marqué gaspillage, faillite, lobby, malnutrition, pollution, les conséquences d'un système. C'est de qui ça? Alors, donc, c'est deux journalistes, Arash Ouais. Derem et Éric Delachenay. Bon, pourquoi je montre ce livre? D'abord parce que ça date pas d'hier. Bon, en même temps, il n'est pas si vieux, il date de 2017. Mais dedans est préfacé par Brigitte Gonthière, donc qui est encore la présidente de L214. Alors, moi déjà, je ne mange pas de viande. Donc, de la même façon, on pourrait dire, ah bah tiens, c'est super, L214 se bat contre les abattoirs. Et d'ailleurs, ils ont fait une grosse manifestation. J'ai pas trop suivi, mais je regarderai ultérieurement pour en parler sans doute. Et encore, le 11 juillet contre les abattoirs, ce qui est absolument inquiétant. Moi, je suis pour les abattoirs qui préservent l'animal. Et d'ailleurs, c'est là-dessus aussi que l'on travaille. Il y a cette idée, de toute façon, d'imposer une non-viande, ou alors une viande qui viendrait d'où Une viande de synthèse. Voilà. Et comment... Voilà. Ben oui. Et comment seraient tués ces animaux si on continuait à manger une viande qui vient du Brésil, de je ne sais où? Moi, je suis pour l'abattoir, je suis pour l'alimentation au niveau artisanal, notamment pour la viande. C'est-à-dire que moi, je ne mange pas de viande, justement, ceux qui mangent de la viande vont avoir un autre rapport à cette alimentation. Et c'est vraiment, justement, L214. Alors, je sais, en même temps, il n'y a pas besoin d'être devin, sachant que L214 est financé par des fonds privés qui viennent des USA. Bon. Donc, quel est leur intérêt aussi de se mettre contre les abattoirs, contre nos éleveurs et la spécificité notamment de l'élevage français? Bon, je pense qu'on a un peu compris l'idée, hein, c'est de sortir de cette souveraineté, cette fois agricole. Mais après, il y a autre chose. Pourquoi je parle d'L214? Pourquoi je veux contacter cette personne? On se retrouve quand même dans une situation un peu particulière avec d'un côté des médias dits mainstream et de l'autre des médias alternatifs. Sauf qu'on se retrouve de fait avec deux publics qui sont de plus en plus divisés. Moi, ce que j'espère trouver, c'est faire passerelle, c'est-à-dire que des informations qui seraient... Hein? C'est faire consensus? Non, pas faire consensus, mais faire que de l'information puisse circuler via des associations comme ça qui ont de l'écoute sur un public qui n'ira pas forcément sur des médias alternatifs, pour que le message passe et défendre justement un élevage artisanal, que la viande soit vendue chez le boucher. Alors évidemment, on espère que demain, chacun ait un pouvoir d'achat qui lui permette justement d'acheter cette viande d'animaux qui ont été bien traités durant leur vie jusqu'à leur traitement. Alors, si je peux me permettre, Laurence, petite remarque, il faut bien rappeler aussi un état de fait, parce que au-delà de faire des passerelles avec des associations qui peuvent parler à tout le monde, c'est très bien. Mais il faut rappeler une chose, on parlait de la viande de synthèse. Première chose, Bill Gates, c'est le premier propriétaire terrien des États-Unis. Il a acheté des centaines de millions d'hectares de terre aux États-Unis pour fabriquer de la viande sans viande. Donc déjà, une viande sans viande, c'est une prostituée vierge, hein, je suis désolé, mais à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. C'est comme du vin sans vignoble. Voilà, ça n'a pas de saveur, c'est de la merde. Faut appeler Jean-Pierre Coff, il serait là, il dirait c'est de la merde. Ensuite, deuxième chose, on a aussi le rapport de la Cour des comptes de 2023. J'en ai beaucoup parlé ces derniers mois dans certaines émissions, notamment sur Nexus, entre autres, puisque ce rapport de la Cour des comptes est très clair
pour réduire l'empreinte carbone, il faut réduire le nombre de bovins. C'est comme 2-3 ultra-crépidarianistes de plateau, si je puis dire, qui ont jamais touché la terre de leur vie, mais qui se prétendent parler au nom du peuple français et qui disent voilà, faudra peut-être commencer même à exterminer les chiens et les chats parce que c'est dangereux pour le climat. Bon. Tu parles justement d'un livre que tu vas publier en 2027 sur la fausse écologie. Je viens de finir le nouveau livre de mon ami Jean-Michel Jacquemin-Raffestin qui sort au mois d'août, Climarnac 2, notamment Ah, sur les éoliennes, sur voilà, le bouquin fait 400 pages. Je fais une émission avec lui vers la fin août. C'est une bombe, mais comme Climarnac, premier tome. Parce qu'en réalité, pour moi, tout part de cette conférence TEDx de Bill Gates. Il n'y a pas besoin de faire 15 000 ans d'études. Euh, la conférence TEDx de Bill Gates de 2010, elle est du 15 février. Claire Sévrac, dans La guerre secrète contre les peuples, dénonce tout ça. Il dit, voilà, la dépopulation. En fait, il faut réduire l'empreinte carbone au plus proche de zéro. Donc, la population mondiale, ce sera au plus proche de zéro. Donc, à 500 millions. Et ça, c'est un projet qui existe depuis les années 70. Denis Meadows en parlait déjà en 72. Et grâce au CFR, à la trilatérale, au Rockefeller, etc., ils en parlent. Donc là, ce n'est que la poursuite du plan qui s'inscrit dans l'agenda 2030. Ensuite, deuxième chose, c'est que, comme avec les humains, le Covid n'a pas eu l'effet escompté, en tout cas officiellement, parce que le but avec l'événement 201, c'était de faire 60 millions de morts en 6 mois. Alors Bill Gates s'est dit, bon, la prochaine fois, on ne fera pas en 2 ans les vaccins, on les fera en 6 mois. Il l'a dit à Munich en 2022 en conférence. Donc là, avec les animaux, les mondialistes ont trouvé une nouvelle parade, parce qu'en réalité, ils se sont dit, autant les humains peuvent se protéger, se défendre, quitte à faire face à la milice et se cacher, etc., autant les animaux, ils sont sans défense par nature. Si les propriétaires ne se mettent pas en travers en disant, vous touchez pas à nos animaux, c'est comme pour les enfants. Parmi les catégories de personnes et d'êtres vivants les plus sensibles, il y a les enfants, il y a les seniors aussi, et il y a les animaux. Voilà. Et donc, forcément, ce sont les 3 catégories les plus ciblées. Parce que si on va piquer un senior en EHPAD avec du Rivotril, on n'y verra que du feu s'il n'y a personne pour s'en occuper autour. Un enfant, on peut lui mettre 15 doses dans la tronche, multipliées par 3 doses de rappel. On pourra lui mettre de l'aluminium, des MST, etc. Ça passe. Voilà. Et puis, en plus, c'est la condition sine qua non pour qu'il puisse entrer dans la vie. C'est dire le niveau de perversion du système. Par contre, les enfants de Bill Gates, les enfants des élites sont pas vaccinés parce qu'on peut aller vérifier. Eux, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a une autre chose, c'est que les animaux sont en grand danger parce qu'en réalité, aujourd'hui, on va soit inventer des maladies, soit les créer avec la 5G, les antennes, etc. Jean-Marc Sabatier me le disait en émission, quand il y a eu la descente en Ariège fin d'année dernière, avec les 120 CRS qui sont arrivés pour les 200 animaux pour l'abattage pour un seul cas de dermatose, en juillet 2025, il y a un an, il y avait une antenne 5G qui avait été installée. Et on s'aperçoit que antenne 5G plus injection ARNM messager, parce que ce n'est pas des injections traditionnelles, c'est avec de la nanotechnologie, eh bien, ça a provoqué des maladies. Là, on est en train de demander à des maraîchers, à des agriculteurs, etc., en fait, d'éradiquer toute leur récolte ou tout leur bétail pour un cas, soi-disant, qui serait la fin du monde. Nous, en Dordogne, l'histoire de la grippe aviaire, limite, chaque année, on décime et on extermine des canards, etc. Donc, on en est à ce niveau-là de furie. Et puis, je pense à notamment Serge Deschamps, qui est dans mon département, à Limeuil, qui a eu 2 descentes de CRS en quelques mois d'écart, 30 CRS une première fois, avec sous-préfet, préfet, service vétérinaire, et puis la deuxième fois, c'était des drones, en plus de tout ça, pour un cas ou deux, alors c'était pas la dermatose, c'était, je crois, la salmonellose ou quelque chose comme ça. Et les vaches s'enfuient. Et donc, on lui dit, bah écoutez, soit vous exterminez tout le troupeau, soit à la limite, vous allez en prison et vous avez des amendes. Donc, en fait, le but du système, c'est de tuer le monde agricole. oui, Et Schwab le dit dans son bouquin, voilà, c'est de tuer le monde agricole, c'est un génocide sur le vivant. Parce qu'en réalité, seuls les mondialistes doivent rester vivants, si possible immortels. Alors ce que je dis là, je préférerais que ce soit un fantasme d'extrême droite complètement paranoïaque et complotiste. Le problème, c'est que c'est écrit en plus. Ils en font des bouquins. Et ça passe, et ça fait rire. Ça fait rire. Quand Bill Gates dit à sa conférence, on va réduire à zéro la population, le public est hilar. Ça les fait marrer comme si c'était une blague de collégiens. Pourtant, il parle d'améliorer les services de santé. Alors,
dans la bouche de Bill Gates, améliorer, ça veut dire détruire, d'améliorer les vaccinations. Dans sa bouche, ça veut dire réduire de 10 à 15% la population mondiale. Pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. Et puis, de détruire le genre humain. Et tu parlais justement de ton livre sur est-ce que la sexualité a un genre? On est en plein dedans. Donc justement, toi, en tant que philosophe, comment philosopherais-tu sur les solutions à proposer? Alors, déjà, c'est pas aux philosophes, enfin, c'est à personne d'ailleurs de donner un prêt-à-penser avec des solutions. Sur le côté assez rapide, on va dire que quand on se sent bien, quand on croit, et d'ailleurs c'est ce qu'on empêche de faire aux gens, d'ailleurs de se projeter, d'avoir des projets, d'avoir des désirs, mais quand malgré tout on continue à en avoir, notre immunité est plus forte. Donc d'une certaine façon, c'est une façon aussi d'être en bonne santé. Par rapport à des il y a toujours cette notion d'ailleurs sur le Covid aussi, puisque quand je parle d'écologisme, et dans mon livre aussi, se posera la question en quoi le CO2 est un polluant quand même. Donc l'empreinte carbone, en quoi est-il important de se poser la question d'avoir une empreinte carbone ou pas, à quoi elle sert cette empreinte carbone et à qui elle sert, hein, bon. C'est que on nous a fait croire qu'il y avait effectivement une hécatombe. On nous a fait des sirènes d'ambulance, on nous a montré des images de gens qu'on déplaçait en train pour trouver des places dans les hôpitaux et tout. Ben oui, mais quand on était devant le terrain réellement, quand on questionnait ses voisins, quand on questionnait dans la rue les gens, quand, comme moi, on s'est retrouvés suite à un lynchage dans un magasin, d'ailleurs, ceci dit en passant, parce que mon masque n'était pas assez bien mis, je me suis retrouvée à l'hôpital, des hôpitaux qui étaient vraiment saturés. Il y avait 3 personnes à l'hôpital. Donc, la philosophie, ce rapport au réel, ce rapport au terrain, par rapport à tout ce qui vous est dit, d'aller vérifier par soi-même ce qui est dit, c'est-à-dire de ne pas croire aveuglément. Sans doute, effectivement, qu'il y a un monsieur Bill Gates qui, normalement, d'ailleurs, dans certains pays, ne peut plus aller. Malheureusement, chez nous, il peut encore. Mais qui, via l'OMS, se retrouve à avoir un pouvoir au-delà, supérieur au pays. Hein. Et si certains États-Unis ne s'étaient pas opposés à une nouvelle réforme de l'OMS, ils avaient le droit de déclarer des pandémies au niveau climatique. Donc, ça veut dire que, et nous avions l'obligation d'obéir, donc revenir toujours sur ce terrain. Ce terrain, c'est soi-même aussi, c'est ses outils de perception, c'est les relations réelles qu'on a. Parce qu'effectivement, ce que l'on apprend au fur et à mesure sur ce qui est mis en place, sur ce liberticide et tout, n'oublions pas que toutes les informations qui nous sont données, notamment aussi, pas simplement aussi au niveau mainstream, mais aussi via les canaux dits alternatifs, qui aujourd'hui, j'espère, ne resteront pas alternatifs, mais deviendront médias, parce que là sont des vrais journalistes ou des vrais enquêteurs, de soi-même aller voir ce qui est, être acteur. C'est, je pense, la meilleure façon, justement, d'être dans la maîtrise de sa vie pour être dans un lâcher-prise. Je ne sais pas si on voit le paradoxe, mais de pouvoir être acteur, ça permet de pouvoir vivre, de se donner cette joie de vivre. Mais effectivement, on n'est pas du tout dans une période facile. On est effectivement, d'aucuns diront, une période extraordinaire. Ben, l'extraordinaire, ça veut dire aussi qu'on vit autrement que laisser les autres penser à notre place. On est justement d'autant plus à metteur en scène de sa vie. Je voulais montrer aussi un autre livre qui, lui, alors, il est encore à l'envers. Je ne sais pas si toi, tu peux le mettre. Non, il est à l'endroit, c'est Le sens du bétail d'Ulysse Thévenon, l'enquête choc qui donne la parole aux éleveurs. Extraordinaire ce livre. Donc, j'ai déjà, j'ai contacté l'auteur, je verrai plus ça, mais qui donne effectivement. D'ailleurs, je suis ravie que comme il soit publié, notamment aux éditions Point, il faut en profiter, qui met justement tout le fonctionnement au niveau des éleveurs.
apprend beaucoup. Aussi à honorer ces gens qui se battent pour leur liberté et les voir et communiquer sur leur façon de se battre pour leur liberté, ça nous donne, nous aussi, ces armes pour nous battre. Ça nous donne de l'âme, ça nous donne de l'énergie. Je pense que c'est ça aussi que je veux montrer. C'est pas simplement des situations compliquées qu'ils vivent, mais c'est comment ils se battent et qui nous donnent envie nous-mêmes de nous battre et de vivre. Avant de diffuser ton passage sur BAM, je rappelle donc le flyer que j'ai reçu à Nexus, hein, qui est recto verso, d'accord? Donc Je en crois que c'est moi qui quelques... l'ai dit, d'ailleurs. Oui, bah, Je c'est crois bien. peut-être toi, ouais, tout à fait. Bon, bah, tu vois, je m'en sers pour l'émission, hein. Mais très bien. Donc, nos objectifs pour le public, une information éclairée sur les produits consommés, une connaissance des risques potentiels, une amélioration de la qualité de l'alimentation. Pour les éleveurs, défendre leur liberté de soigner leurs animaux, préserver leur autonomie et leur savoir-faire et lutter contre les abattages systématiques. 3518 bovins euthanasiés dans nos fermes au lieu d'être soignés. 3500, c'est l'équivalent du village d'à côté de chez moi à Carsac. C'est donc un village. Voilà. Sachant qu'à Nexus, il y avait à peu près 3600 visiteurs sur le week-end. Donc, on a l'équivalent d'un événement, d'un festival en termes de bovins euthanasiés au lieu d'être soignés. Et justement, euh, est-ce que c'est pour réduire l'empreinte carbone? Est-ce que c'est pour des raisons sanitaires? Non, mais encore une fois, ce sont de vraies questions. Et souvent, il y a les réponses dans les questions. Ensuite, deux citations. Fanny, éleveuse dans le 71, vous mangerez le meilleur si l'on en laisse les moyens aux agriculteurs. Et Aline, consommatrice dans le 70, Hippocrate a dit que ton alimentation soit ta première médecine. Ouais, que ton aliment soit ton médicament. Donc, on va passer ton intervention que voici. Oui, mais viens. Oui, bon, monte. J'allais parler de toi, mais monte. Montez le son dans le public pour écouter. Parce que j'allais saluer le travail d'autres médias. Donc nous avons accompagné le collectif Libré dès sa naissance. D'autres médias, on s'est en fait finalement bien réparti le travail. Toxin, vous le savez, a fait des directs incroyables qui permettaient de mettre la lumière sur des événements que ce pouvoir qui devient de plus en plus arbitraire, aurait voulu cacher. Donc, il faisait ce travail-là. Nous, on a donné beaucoup la parole au collectif Libré et on a des choses en préparation, vous le verrez, sur le long terme et des choses profondes qui vont peut-être amener quelque chose de très important dans le débat. Tout ça est en cours. Mais il y a parmi les médias qui ont fait un travail formidable, et notamment Laurence au sein du média Nexus. Laurence t'es partout, tu es en train de faire plein de choses autour des paysans. Allez, vas-y. Oui, ce que je voulais rajouter quand même sur l'aspect douteux, la raison sanitaire, c'est quand même rappeler qu'il y a une partie des éleveurs qui sont obligés de vacciner et une autre partie en France qui sont interdits de vacciner. Donc ça montre à quel point il y a rien de sanitaire dans l'histoire. Alors je ne sais pas après au niveau légal, mais c'est quand même hallucinant comme quoi il y a deux mondes, hein, une espèce de France coupée en deux, une sorte de France libre et une France occupée par cette obligation. Après aussi, donc je trouvais que c'était important, c'est ça qui m'est venu aussi, parce que là, on voit à chaque fois effectivement des paysans, des fermes familiales qui ont ce problème avec la DNC, et on oublie ceux qui, de fait, ne sont pas du tout concernés. Donc, de fait aussi, ça crée une division entre les différents éleveurs, entre ceux qui subissent cette obligation et ceux qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe ou très peu. Voilà, donc c'était là-dessus que je voulais ajouter. Après, concernant Nexus, c'est vrai que ce qui est important, mais aussi ce que fait Michel, c'est le suivi. Donc moi on avait déjà fait des choses avec Fanny aussi à montrer les photos, ces endroits magnifiques à la campagne qui nous font rêver. Cet amour des animaux, parce qu'il y a aussi quelque chose qui me semble très important à montrer, c'est la notion de défendre l'intérêt de l'animal contre la maltraitance animale. Et comme on voit là, par exemple, c'est L214 qui veut monter quelque chose contre les abattoirs. Je pense qu'il y a un souci. Ce n'est pas contre tous les abattoirs. Ce n'est pas contre la viande. Le problème, c'est que s'il n'y a plus d'abattoirs à la ferme ou d'abattoirs municipaux d'ailleurs qui ont été supprimés en grand nombre, ça sera l'abattoir industriel et encore si c'est encore l'abattoir en France. Et donc là, c'est de la maltraitance assurée.
Donc, j'aimerais bientôt voir avec la personne de L214 pour qu'on fasse de la nuance, hein, bien qu'on se pose la question toujours des financements de ces grosses associations avec la fameuse ingérence. Mais bon, voilà, essayons de faire les choses ensemble. Merci. Voilà, on a tout dit, je pense. Et Je vas-y. voulais ajouter quelque chose aussi, c'est que l'élevage en France, c'est aussi la préservation de nos paysages. En fait, on oublie complètement, mais s'il n'y a plus d'animaux d'élevage, il n'y a plus ces beaux paysages. C'est eux qui façonnent nos paysages. Et puis quand on supprime, parce que là, tu parlais d'un chiffre, donc d'un nombre qui correspondrait par exemple au nombre de participants du festival Nexus, c'est pas que le nombre, c'est des races qui sont supprimées de vaches, notamment. Moi, justement, il n'y a pas longtemps, dans un commerce, j'ai rencontré un marchand de bestiaux. Parce que je discutais avec la commerçante et il a entendu la conversation, donc il s'est immiscé, on a discuté. Et il me dit, mais vous savez, les abattages, ça existe depuis très longtemps. Là, c'est parce qu'on en parle depuis 2 ans environ. Et voilà, comme si les gens venaient de découvrir la Lune. Mais en fait, ça fait des décennies qu'on en parle. Et je lui dis, mais si un député est malade, est-ce qu'on abat tout le parti politique? Et là, il n'a rien répondu. Non, parce que à ce moment-là, appliquons à la classe politique ce que l'on applique aux enfants, aux animaux, etc. Comme ils se prétendent connectés au réel, moi, je voudrais qu'ils donnent l'exemple. La vaccination contre le Covid, dont les élus ont été, immunisés. Alors certains l'ont fait, mais le pass sanitaire et le pass vaccinal n'a pas été mis en place à l'Assemblée nationale ni au Sénat, et encore moins au gouvernement. Donc on a ce 2 poids 2 mesures, et on sait très bien pourquoi, parce qu'ils savent très bien ce qu'il y a dedans. Encore une fois, car c'est vrai qu'elle disait tout, hein, ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font. Non seulement ils savent très bien, et ils continueront tant que nous les laisserons faire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça la démocratie orwellienne, c'est-à-dire le peuple, il a le droit de s'exprimer, mais en fonction du cadre gouvernemental. Sinon, il est considéré comme hors la loi et il va ensuite être incarcéré. Et ça finit par des menaces, par des perquisitions, etc. Donc c'est une forme de démocratie communiste à façon URSS, quoi. C'est on vit dans un État soviétique qui ne dit pas son nom, en réalité. Et justement, ce qui est important pour les agriculteurs, c'est qu'ils regardent aussi autour d'eux. Parce que moi, ce que je déplore dans le monde agricole, pas pour une généralité, mais quand même, il faut rappeler que le monde agricole majoritairement a voté pour l'Europe en 2005. Je me rappelle très bien du tapinage, parce qu'à un niveau comme ça de collaboration, c'était du tapinage. Je me rappelle encore, j'avais 15 ans à l'époque, des spots où les agriculteurs disaient oui à l'Europe, oui à la prospérité, oui à la paix. Alors, on va nous dire qu'ils étaient inconscients à l'époque, sauf que certains ne sont toujours pas conscients 20 ans après. Donc là, c'est plus de l'inconscience, c'est une faute morale. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'ils en crèvent. Donc ça, déjà, c'est une première chose, parce qu'on a été tous trahis, mais ils ont fait partie aussi de la trahison, qu'ils le veulent ou non. Je dis pas tous les agriculteurs, mais les syndicats, en tout cas, c'est sûr. Ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que faut regarder le ciel. Quand on voit des traînées qui passent, c'est pas des condensations d'avions. En ce moment, il y en a beaucoup. Hein. 2015, hein. C'est pas récent. Hein. Donc voilà, on a parlé avec eux aussi, avec Sun Tzu-Chien. Et puis aussi, encore une fois, les syndicats. C'est-à-dire que des agriculteurs qui sont syndiqués, qui vont au salon de l'agriculture pour se faire cracher à la gueule par le pouvoir en place, parce que c'est uniquement ça. Ils vont faire le tapin avec leurs animaux, etc. au salon d'agriculture. Macron va leur serrer la main, va leur dire on va faire des choses pour vous, et puis ensuite il se passe rien. Bon, ça plus accepter l'idée d'injecter ces animaux. Pourquoi on injecterait des animaux? Pourquoi on injecterait des animaux? Il n'y a pas assez de moyens pour faire en sorte que les animaux vivent bien. Ils n'ont pas assez d'empoisonnement entre les pesticides, les OGM, les chemtrails, etc. Donc, quand je vois, par exemple, le paysan libre, voilà, ça c'est le flyer, donc je vous lis en quelques mots. Un élan juste pour protéger la liberté des paysans et la santé du vivant, non à l'abattage devenu systématique, DNC, tuberculose, etc. Non à l'abattage tout court. Voilà, quoi qu'il arrive. Oui à la liberté de soins, oui à la protection des élevages, non à la vaccination massive et répétée. Non à Alors, quand il parle de la liberté vaccinale, moi je suis désolé,
un animal qui est injecté, j'ai pas envie de le bouffer et je le boufferai pas. Alors, je le mangerai sûrement à mon insu parce que si Voilà. j'en achète, je sais pas, c'est ça. Ça s'appelle de la transparence. C'est-à-dire Ouais. que si certains jouent pas le jeu de dire voilà, j'ai mes animaux, ils ont été injectés et je vous le vends, théoriquement, il y a un boycott. Quand on est un peu éveillé et qu'on utilise son cerveau, il y a un boycott. Parce qu'il y a quoi comme injection dedans? C'est comme pour le Covid, c'est la même chose. Oui, à la protection des consommateurs. Alors, on veut protéger les consommateurs, mais on veut autoriser la vaccination. À un moment, il faut arrêter de faire du en même temps. Faut choisir. Soit on ne vaccine rien, et on protège les consommateurs, soit on permet une vaccination, voilà, avec sans limite, parce qu'après, quand on donne le pouce, on prend le bras après. Et oui, non à la répression, donc oui à la liberté d'expression. D'accord, donc il faut s'émanciper des syndicats parce que c'est pas les agriculteurs qui vont parler, c'est les syndicats qui vont parler en leur nom et notamment Arnaud Rousseau qui a plus de sociétés écran que tous les agriculteurs réunis, qui pourrait même d'ailleurs être ministre de l'Agriculture parce que vu le nombre de conflits d'intérêts et donc oui au débat démocratique, sachant que notre cher président, pendant le grand débat national, a dit qu'il était contre le RIC parce que c'était pas démocratique. Donc en fait, non mais voilà, non mais à un moment donné, un degré de schizophrénie, de dissonance cognitive, c'est pas possible. Voilà, donc il faut, voilà. C'est pour ça que je suis d'accord et à la fois pas d'accord avec le tract. En gros, Ouais, c'est tout ou rien. Voilà. c'est compliqué. D'abord parce que encore une fois, comme pour le Covid, tu sais, c'est le coup du commercial qui a réussi à te faire dire oui une fois, et après c'est très compliqué de dire non. Hein. Et après, donc ça veut dire d'être capable de se remettre en question, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, de prendre des risques, d'accepter de s'être trompé pour après dire je vais fonctionner différemment. Et c'est vrai encore une fois que c'est nouveau que autant d'éleveurs se retrouvent ensemble. C'est pas pour ça aussi qu'ils arrivent forcément à s'entendre, mais au moins cette notion de liberté vaccinale avait au moins le mérite de regrouper des forcément d'accord. Ceci dit, même dans le cadre de ce regroupement, par exemple, pour te dire, Christelle, le projet qu'on a ensemble, elle me dit, ben ça, on va pas pouvoir le faire parce qu'il faut que plusieurs éleveurs se mettent ensemble. Et dans ma région, j'ai plein d'éleveurs qui sont contre moi. Donc, on est face à quelques Non, non, mais éleveurs j'ai pas dit en que c'était réalité. facile, hein. Attention. Non, non, mais je précise, Laurent, on est face à quelques éleveurs qui sont presque notre Gaule d'Astérix. Voilà. Mais malgré tout, c'est pas non plus très évident. Il faut savoir aussi que moi, je me posais la question de savoir est-ce que la viande bio, puisque je me disais, Christelle, quand elle a eu ses animaux vaccinés à coups de fléchette, est-ce que de fait, tes animaux mis en viande sont toujours bio? Eh ben, elle me dit oui. C'est-à-dire que le bio ne garantit pas que ta viande n'est pas vaccinée. C'est-à-dire qu'il n'existe pas aujourd'hui de certification qui te permet de savoir que ton produit n'est pas vacciné. Mais alors, de fait, les éleveurs dont la viande a été injectée se disent alors on est les grands perdants. Hein. C'est compliqué pour eux. C'est-à-dire que si demain on fait cette certification bio alors qu'on leur a imposé, même quand ils se sont battus, d'avoir cette certification, si tu veux, ils sont piégés. Il y a un moment donné, il y aura un moment de flottement, même si on arrive à mettre en place cette certification. Surtout qu'aujourd'hui, par rapport au vin, c'est pas encore une vaccination ARN. Demain, sans doute, ça pourrait être ça. Qu'est-ce que c'est que cette vaccination? Donc, le bio est problématique aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que les gens sont persuadés de prendre un produit où il n'y a pas d'entrant chimique. Ce n'est pas vrai, puisqu'il y a cette croyance. Pour moi, ça, c'est de l'ordre de la croyance au jour d'aujourd'hui, que le vaccin empêche une maladie. Je ne le crois pas au jour d'aujourd'hui. Merci le Covid, c'est grâce au Covid qu'effectivement, je suis sortie de cette croyance-là. Et enfin, en tout cas, j'ai compris que c'était une croyance. Alors, je ne sais pas si elle a un effet placebo, mais assurément, c'est une croyance. Non, mais oui, bien sûr. Mais alors, donc voilà, c'est d'où la décision par rapport à ce tract que je connais effectivement de parler de liberté vaccinale. oui, mais j'avais bien compris, Laurence, t'en fais pas. Je comprends. Simplement, ce qui est problématique aujourd'hui,
c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore prêts à remettre en question totalement la vaccination parce que c'est ancré dans les mœurs depuis Pasteur et Béchamp, justement. Ouais. Tu parlais du terrain tout à l'heure et il faut bien comprendre aujourd'hui que si l'industrie pharmaceutique s'effondre, il faut rappeler que des labos pharmaceutiques financent des campagnes électorales. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que Pfizer a financé le Parti socialiste dans les années 80-90 pour les campagnes électorales et que notre cher Jérôme Cahuzac, ministre des Finances, qui luttait soi-disant contre l'évasion fiscale, qui était lui-même un évadé fiscal, son pognon en Suisse, c'était l'argent de Pfizer parce qu'il travaillait pour les labos pharmaceutiques. Donc en réalité, il faut, ce château de cartes s'effondrera quand les gens prendront conscience que, en fait, ils se soignent avec des médicaments qui les rendent malades. D'ailleurs, c'est Huxley qui disait, Aldous Huxley disait: «Depuis que la médecine a fait des progrès, on n'a jamais vu autant de gens malades». Donc on voit bien le en même temps. Et tu parlais de Christelle Recort, voilà pourquoi il y aura pas de justice en France. Parce que certains se disent en commentaire, peut-être naïvement, je ne sais pas: «Est-ce qu'on arrivera à les juger?» et cetera. Non, puisqu'ils sont dans la justice. Qui fait partie de la justice, des forces de l'ordre, des politiciens? Déjà, il y a Pédoland dans le lot, donc déjà sur les affaires de pédos, ça va être compliqué, mais en fait, c'est inversé, c'est la justice de la République, donc de la franc-maçonnerie. Donc forcément, déjà, essayez de trouver un magistrat qui n'est pas franc-maçon. Je vous souhaite bon courage, puisque les 3/4 le sont, voilà. Et donc voilà, la mobilisation des gendarmes en fonction des menaces. Donc si vous vous appelez Dieudonné Mbala Mbala, vous êtes plus dangereux que le Squarneck. Grosso modo, c'est ça la réalité. Et si vous vous appelez Christelle Recort, eh bien, vous êtes plus dangereuse que des Black Blocs ou des supporters qui vont casser tout parce que on gagne un match ou quoi que ce soit. Et quand vous dénoncez la pédocriminalité en manifestation, bah, vous avez plus de gendarmes que comment dire, pour traquer des délinquants, des trafiquants de drogue, etc. Il y avait plus de LBD pour les gilets jaunes que pour les pédocriminels. Donc à un moment donné, voilà, tout est dit. Donc maintenant, il faut en prendre conscience parce que avant d'agir, faut déjà que les gens aient conscience de ça et en fait, il faut que les gens soient suffisamment révoltés pour agir. Parce que si on est trop gentil, il n'y a pas de réaction. Et Mais malheureusement, je pense de plus en plus que la République s'est construite dans le sang, elle se finira dans le sang. On ne sortira pas de manière pacifiste. Ce système est beaucoup trop pourri de l'intérieur pour qu'on sorte de manière pacifiste, parce qu'il a 15 tours d'avance, alors que nous, on n'en a pas encore fait un. Et ça, c'est la problématique, parce que les agriculteurs sont parmi les piliers de la nation. Parmi les piliers de la nation, c'est l'alimentation, l'éducation et la culture. Voilà. La santé, bien sûr, mais disons que l'enfance, déjà, c'est le domaine qui commence, mais l'alimentation, si on n'a rien dans l'assiette, c'est là que ça commence à réagir. ah bah, on risque d'avoir beaucoup de choses dans l'assiette, mais pas du nourrisson, justement. Mais c'est pareil, pour que les gens puissent se révolter, il faut qu'ils sachent qu'ils ont des droits. Et il faut qu'ils s'aiment aussi. C'est-à-dire quand tu t'aimes, quand tu tiens à ta liberté, quand tu tiens à ta vie privée, là tu peux te révolter. Si par contre tu crois que tu n'as aucun droit, que ta vie ne vaut pas grand-chose, que finalement bah, tu n'es pas si important que ça, c'est peut-être aussi ça. Et puis, il y a cet autre problème. Notre pays a une réputation d'être pays des libertés. Tu en parlais tout à l'heure par rapport aux trois mots liberté, égalité, fraternité. Donc, quand on est persuadé que notre pays représente la liberté, bah, on se dit, bah oui, elle est là, la liberté. Bon, elle est un peu écornée et tout, mais quand même, on est en France. Comment penser qu'on est en France quand on dit aux gens qu'ils n'ont pas droit à être, enfin, à avoir un climatiseur, quand ils n'ont pas le droit d'avoir de l'eau potable, quand ils n'ont pas le droit maintenant d'avoir, mais ça c'est merci l'UE, d'avoir un pack de 6 bouteilles à transporter. Bon, ces interdictions au fur et à mesure. J'ai même vu lu d'amende qui était donnée aux gens qui mettaient un peu d'eau pour les animaux sauvages, 105 euros d'amende. Donc cette détestation de soi qui est apprise de plus en plus, soi-disant pour notre bien, donc on a aussi une très grande aversion, fait que les gens ne peuvent pas se révolter. Pour se révolter, il faut être persuadé d'avoir le droit
le droit à l'abondance, le droit à la vie merveilleuse, le droit à la liberté, mais c'est la vraie liberté. Et tu parlais de république, le problème de la république, donc le terme même de république suppose qu'il y a des gens qui pensent à ta place puisqu'ils te représentent. Donc la république n'est pas la démocratie. Donc à quel moment, s'il y a une république, il y a quand même la démocratie qui est préservée. Et à ce sujet, il y a un film en 2 parties sur De Gaulle d'ailleurs, qui est magnifique, qui rappelle que De Gaulle a mis en place la Ve République qui était là pour un homme exceptionnel, qui aimait son pays, qui aimait sa population. Et ce dont se sert Emmanuel Macron, mais d'autres avant, c'est justement d'un système où l'exécutif a tout pouvoir, ou peut avoir tous les pouvoirs. Donc demain, effectivement, il faudra changer de système, parce que tant qu'on est dans un système où une personne peut avoir à ce point tout pouvoir, même si cette personne était extraordinaire, même si cette personne apportait plein de choses, il y a un moment donné où d'abord le pouvoir rend fou, hein, comme la célébrité rend fou. Là, comme nos contre-pouvoirs, notamment de médias, ne sont plus là, comme alors tous les autres contre-pouvoirs de politique ne sont plus là aussi, c'est vrai qu'il y a à réfléchir sur ce qu'est une démocratie, s'il y a république, qui sont les représentants, comment ils sont élus, pourquoi aujourd'hui ces élus, on n'arrive pas à les faire bouger, qu'ils sont toujours là. Voilà, il y a tout ça. Et d'ailleurs, quand j'ai vu ces 2 parties, je ne sais pas si tu les as vues au cinéma, les De Gaulle, donc la bataille de Gaulle. Non, J'encourage. je t'avouerai que déjà, j'ai pas le temps pour aller au cinéma et ensuite, chez moi, il n'est pas diffusé, je crois, De Gaulle. Ils l'ont pas mis au cinéma chez moi. Une petite excuse Honnêtement, pour moi, je te redis ce que je t'ai dit à Nexus. Alors, tu es avec 2-3 autres personnes à me dire sur De Gaulle. Moi, De Gaulle avec Abkarian, je sais pas, ça prend pas. J'ai vu De Gaulle façon Samuel Labarthe, que j'ai trouvé convaincant, mais je pense que Bernard Farcy était physiquement déjà. Après, il faut que je regarde la bande-annonce. il faut voir le que- film. Ouais. Et puis surtout pour des jeunes, des pré-ados, Bien sûr. tu sors de là avec un sentiment de fierté de ton pays. Et surtout, ce que prépare Macron pour le 14 juillet, hein, c'est-à-dire demain, avec faire défiler les Ukrainiens, c'est là une insulte. C'est tuer les gens qui se sont battus pour notre pays. Je tiens absolument à le dire. Et justement, quand on revoit ce film qui est absolument fabuleux, et on se dit, il y a des gens qui ont tout fait pour que notre pays soit libre. Et regardez ce que certains en font de ce pays aujourd'hui. Je constate une chose, c'est que les cérémonies, les festivités de feux d'artifice sont annulées dans la plupart des Oui. villes. Balle des pompiers. Alors, je suis partagé parce que je me dis que le climat est un prétexte, parce qu'en 2003, quand il a fait la canicule, en 76, quand il y a eu une canicule qui a duré des mois, on n'a pas arrêté le pays, contrairement à ce que certains pourraient prétendre. Mais deuxième chose, je me demande si il n'y a pas autre chose qui se prépare. Il est possible, je ne veux pas spéculer, je suis pas Nostradamus, mais il est possible que le 14 juillet ne se passe pas comme un 14 juillet traditionnel. Alors, bien sûr, il n'y a jamais eu de 14 juillet traditionnel depuis 2020, mais certains disent déjà que c'est le dernier de Macron. Alors, soit c'est le dernier de Macron réellement, soit ça peut être le début du 3e mandat de Macron. Et je ne voudrais pas être pessimiste et être, comment dire, parano, mais Macron ne partira pas facilement du pouvoir. Une fois qu'il a le pouvoir, il le garde. C'est un psychopathe sataniste, je rappelle, qui n'a pas hésité à dire j'ai très envie d'emmerder les non-vaccinés. J'ai jamais entendu Jacques Chirac parler comme ça. Jacques Chirac disait j'aime la France comment dire, j'aime la France comme je vous aime. Ça, c'est sa dernière allocution en 2007. Ça avait un autre standing, malgré ce qu'on peut penser de Chirac. Et puis surtout, un non-vacciné est un irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen.
Donc, en gros, il a craché à la gueule de millions de Français à qui il a demandé des voix en 2022. Il y a eu suffisamment de cons pour lui donner. Moi, j'appelle ça des cons. Quand on se fait cracher à la gueule et qu'on dit merci, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Pour moi, c'est irrécupérable. Des gilets jaunes qui ont voté pour Macron, j'ai du mal. Franchement, j'ai beaucoup de mal. Quand un mec passe son temps à te cracher dessus, en plus qu'il a été élu par fraude électorale à 2 reprises, non, ça s'appelle, là, c'est de la psychiatrie. C'est un ressort qui n'est plus le mien. C'est de la psychiatrie. Et donc, de ce fait, il faut être très vigilant parce que soit il se fait buter ou il se passe un truc avant la fin de son mandat, soit il va nous la foutre à l'envers pour les 5 années qui viennent, ou alors, s'il revient, c'est pour mieux revenir en 2032. Il faut savoir que Macron n'a même pas 50 ans. Donc, ça veut dire qu'il a encore la possibilité d'emmerder le monde pendant 20 ou 30 ans. Giscard a fait ça. Giscard était le plus jeune président de la République avant Macron, et ça ne l'a pas empêché de rester toujours dans les sphères du pouvoir jusqu'à retravailler le traité de Lisbonne. Donc, il faut bien comprendre que ces personnalités politiques-là sont de véritables mentes religieuses. Ce sont de véritables sangsues. Une fois qu'elles ont le pouvoir, regarde Hollande. Hollande, on le pensait terminé. Il y a des gens maintenant qui... Non, mais, enfin, à un moment donné, quand on est devenu un peuple aussi médiocre, on est menacé de disparition. Le problème, c'est qu'il faut cohabiter. Alors, quand on me dit qu'il faut vivre en commun, ouais, mais attention, parce que vivre en commun avec des gens qui veulent te tuer, je suis pas sûr que ce soit la solution. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se barrent. Moi, je suis persuadé aujourd'hui qu'en France, on est moins en sécurité qu'en Russie ou même qu'en Amérique latine sur certains points, qu'on me montre le contraire. On est quand même parmi presque les 99e 100 pays, 100e pays à être le pays le moins sûr. C'est-à-dire que même des pays soi-disant sous-développés sont plus sûrs que la France. Donc, c'est bien quand même qu'il y a un problème. Soi-disant, les droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est ce qui a tué le pays, justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Un coupable qui a violé des gosses, qui a assassiné des seigneurs, etc., il va être mieux perçu qu'un mec qui fait des spectacles qui sont jugés antisémites. Il y a comme un problème. Et franchement, ça devient plus que révoltant, c'est que ça donne envie de prendre les armes, parce que on peut plus vivre dans cette situation-là. Aujourd'hui, je cherche un Français heureux. S'il y a un Français heureux, qu'il se déclare maintenant ou qu'il se taise à jamais. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une société psychiatriquement très atteinte, en coma artificiel. Là, il n'y a plus qu'à euthanasier et c'est terminé. Donc, est-ce que la philosophie a encore sa place dans cette psychiatrisation générale? Je pense qu'elle a d'autant plus sa place. Ceci dit, la première chronique que j'avais fait pour Nexus, c'était partir ou rester. Pour ma part, se pose la question, c'était la première fois que je me posais la question, est-ce que je reste dans ce pays ou est-ce que je le quitte? Alors que pour moi, j'aime la France et c'est important pour moi. Je pense que encore une fois, je parlais de double peine, c'est-à-dire que non seulement on subit une situation où l'avenir semble au mieux morose, voire fermé, mais en plus, si soi-même on n'arrive pas à profiter de notre vie au mieux, on laisse à ces gens-là beaucoup de pouvoir. Donc déjà, apprendre à ne pas leur laisser tant de pouvoir que ça, ils en ont déjà beaucoup. Le matériel est important, mais aussi il faut se donner cet espace-là. Mais encore une fois, j'ai jamais dit que c'était facile. J'ai dit que c'était indispensable parce que sinon, effectivement, à quoi sert de vivre si c'est pour à chaque fois avoir la peur du lendemain, si c'est pour ne plus rêver, pour ne plus désirer quoi que ce soit, pour ne plus aimer. Voilà, la philosophie, cette sagesse, c'est justement de sentir le vivant en soi, de sentir. En même temps, on peut supposer, maintenant c'est bizarre, c'est quand on dit en même temps, on a l'impression que de citer quelqu'un. Mais effectivement, il y a aussi des en même temps. C'est peut-être pas le même en même temps que Monsieur Macron, hein, mais c'est que simultanément aussi, ce qui n'est pas facile ne veut pas dire que ce n'est pas à oublier. Peut-être trouver pouvoir dans des situations où on veut nous le retirer, peut-être aussi une force. D'une certaine façon, quand tu fais tes émissions, quand je fais mes chroniques, on se sent en pouvoir de quelque chose. Alors, est-ce que ça sert? Peut-être. J'espère que ça sert. Mais en tout cas, ce pouvoir-là nous donne une force
je veux croire, et parce que croire n'est pas négatif. L'important, c'est que ça soit à la juste place. On a besoin de croire, on a besoin de savoir. Et peut-être que la connaissance, la philosophie fait la différence entre les moments où la croyance est une force et où le savoir nous apporte des vrais savoirs. Bon. Donc, notamment par rapport à la science et notamment au niveau de la médecine, parce que là, je vais un petit peu digresser, mais on s'est servi d'une science que nous n'étions pas scientifiques, alors que si l'on s'injectait un produit, c'est quand même nous qui étions aux premières loges de subir ce produit. Donc nous sommes responsables, même si nous ne sommes pas scientifiques, de ce que l'on se met dans son corps. Donc dans ce sens-là, on a plus de responsabilité vis-à-vis de soi et on est plus important à décider qu'un scientifique pour nous ou qu'un médecin pour nous. Voilà, bon, ça c'est bon. Mais voilà, donc la philosophie, oui, plus que jamais, mais à la limite, je dis philosophie, cette sagesse-là, parce qu'elle est amour de la vie. C'est toujours préserver ça et cette façon d'avoir du pouvoir. Donc là, écrire un livre, là, rendre service à son voisin, cette notion de pouvoir à intégrer à chaque fois. Surtout pas ne laisser pouvoir à ces gens qui en ont, comme je viens de le dire, beaucoup trop, mais on leur donnerait tant de pouvoir si en plus on déprimait, si en plus on baissait les bras, si en plus on ne croyait pas ou on ne trouvait pas comment changer de système. Qu'en penses-tu? Oui, bien sûr, bah, on parle de vibréo, etc. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, honnêtement, mais bien sûr, c'est pour ça que des événements où on se retrouve, on recrée du lien social. Faut rappeler aussi que pendant des années, depuis 2020 jusqu'à encore il y a 2 ans, 2, 3 ans, on interdisait aux gens de sortir, de se toucher. Quand on voit ce que le système a imposé aux enfants vis-à-vis de leurs grands-parents, etc., etc., quand on voit les seniors en EHPAD, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, je précise, qu'on a interdit aux gens de dire au revoir à leurs futurs défunts. Ça Oui, n'est ouais. jamais arrivé avant. Et rien que ça, c'est même pas la Cour pénale internationale. C'est une perte de temps, ces choses-là. À mes yeux, et je vais être d'une extrême radicalité, il y a des têtes qui passeraient à la barre fixe. Là, il y aurait des Louis XVI, mais à tous les étages. C'est-à-dire que le système serait décimé de A à Z. Parce que rien que ça, ces gens-là ne méritent même pas une once de pitié. C'est-à-dire qu'ils ont commis plus que des crimes, ils ont commis un génocide. Un génocide comme il se passe à Gaza et que beaucoup réfutent. Alors que s'ils apprenaient ce que c'était qu'un génocide, on le vit là en ce moment et les gens s'en rendent même pas compte sur les animaux, sur les seniors, etc. On l'a vécu durant le Covid, ce génocide, et ça passe. Et on a soi-disant des Édouard Philippe qui seraient presque au deuxième tour, des Gabriel Attal, etc. Tous ces gens-là ont participé de près ou de loin au génocide. Voilà. Donc c'est comme si on avait des Netanyahou un peu partout dans la présidentielle, mais c'est pas grave. La mémoire amnésique, Alzheimer précoce, et voilà. Et donc faudrait l'accepter. Non, on l'accepte pas. Moi, je l'accepterai jamais. C'est-à-dire Je, qu'à un moment donné, ce ne sont pas ceux qui ont créé ces problèmes qui vont les résoudre. Au contraire. je pense que rendre hommage aux victimes du Covid, il n'y a pas que des morts, hein. Il y a des gens qui sont handicapés à vie, il y a des Bien gens sûr. qui ne s'en remettront jamais. C'est justement comprendre que tout ce qui a été interdit fait fait ce qui fait peur à un pouvoir mondialiste. C'est-à-dire que se toucher, ça fait peur à un pouvoir mondialiste. Discuter, aller au café, ça fait peur à un pouvoir mondialiste. Donc toutes ces actions-là, cette vie sociale, c'est aussi notre façon de reprendre du pouvoir et de combattre ça. La joie de vivre, c'est ça que détestent des gens qui veulent avoir du pouvoir. Donc, vraiment, le Covid, avec le cauchemar que ça a pu être, et un des cauchemars en ce qui me concerne, ça a été malheureusement de constater que trop de gens se sont laissés faire, trop de gens ont cru et croient encore, trop de gens sont devenus des petits tyrans. Je ne pensais pas qu'à ce point il y aurait cette bêtise, cette détestation de soi et de l'autre aussi fortement. Je pensais que les gens avaient beaucoup plus de lucidité que ça. Ça m'a vraiment perturbée.
perturbe encore. Souvent, évidemment, on se replonge sur des périodes sombres où il y a eu de la délation et où il y a eu le C'est marché noir. international durant le Covid, la délation. Et là, j'ai trouvé très angoissant, beaucoup plus que les injonctions contradictoires, la réaction de la population, de trop de gens, pas de tout le monde, et de trop de gens à être eux-mêmes des tyrans, à être eux-mêmes. Ce qui est assez intéressant quand même, Laurence, c'est de voir beaucoup de gens dire oui, mais c'est la loi. Alors, Ah oui. les forces de l'ordre, etc., c'est la loi. Donc, ça veut dire que demain, la loi nous impose de marcher à quatre pattes avec une plume dans le cul parce que c'est la loi, il faut le faire. Et rien que cet état de fait. La loi nous imposait de prendre le café assis plutôt que debout. Hein. Je parie qu'il y a des gens qui l'ont fait dans des bars. Donc, à un moment donné, quand la loi empêche l'esprit critique et de dire il y a 2-3 trous du cul, parce que j'appelle pas ça autrement, qui dans un bureau à Bruxelles ou je ne sais quoi, on a eu notre cher Maël de Calan quand même, hein, proche de McKinsey, qui est à l'initiative de l'auto-attestation pour s'autoriser à sortir de chez soi. Voilà. Donc, à un moment donné. Unique en France Voilà. d'ailleurs. Ah oui, même en Afghanistan, ça s'est pas fait. Même en Corée du Nord, ça s'est pas fait. Tu sais, les fameux pays qui sont, comment dire, plus terribles que terribles. Bon. Et voilà. Donc, on a été le seul pays au monde à faire ça. Donc, on voit que la France, si elle est sauvée un jour, ce sera la dernière. Parce que malheureusement, elle devient dernière partout. C'est-à-dire qu'elle devient dernière, mais c'est orchestré pour qu'elle le soit. C'est pas seulement parce qu'on a perdu, c'est pas une question d'incompétence ou d'incapacité, c'est parce que c'est fait exprès. C'est ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Le fait que l'école n'apprenne plus rien aux gosses, c'est fait exprès. Le fait que les enseignants ne sachent même plus écrire 15 phrases sans faire de faute et compter jusqu'à 50 sans se tromper avec une multiplication, ça, c'est fait exprès. C'est parce qu'on a des fabriques d'abrutis pour que les gens soient à un niveau intellectuel beaucoup plus bas, pour qu'on mette des abrutis au pouvoir qui savent très bien ce qu'ils font, enfin, semblant d'être abrutis. Hein. Macron n'est pas du tout un idiot, contrairement à ce que les gens peuvent croire. Macron est brillant dans la destruction. Il est parfaitement à sa place depuis 10 ans, puisqu'il a été créé par le système. Hein, c'est une création artificielle, Macron, pour détruire. C'est ce que j'ai mis dans mes lettres publiques. C'est-à-dire que le but, c'est de faire en sorte que la France disparaisse pour qu'elle soit une province de l'Union européenne. Ça fait 15 ans, 20 ans que c'est orchestré. Et c'est pour ça que le but était de détruire les régions, les départements, les racines, etc. Puis on va détruire les églises aussi. Donc c'est pas plaisant à dire, mais pour l'instant, la destruction a bien fonctionné. Il y a juste aller un petit troisième mandat s'ils veulent le mettre en place à nouveau. Et puis si il correspond plus au pion du mondialisme, ils vont mettre un Attal ou un Édouard Philippe suivant ce qu'ils ont choisi à Bilderberg. Et puis les agriculteurs vont continuer à quémander, parce qu'en fait c'est le système total qui est à renverser. C'est pas un ou deux personnes. C'est ça le problème. C'est que souvent les gens disent oui, mais il suffit de virer Macron. Non, parce que s'il n'y a pas Macron, il y aura Attal. S'il n'y a pas Attal, il y aura. C'est les agents Smith dans Matrix. Les agents Smith dans Matrix, quand on regarde la trilogie de Matrix, il y en a des centaines. Tu peux en bousiller 3, il y en a 50 qui arrivent. Là, c'est pareil. Ils sont à la chaîne, les Young Leaders. Hein. Ils sont envoyés par troupeau. Donc, le cheptel, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose, quoi. Mais justement, sur les auto-attestations, c'est là où j'ai compris l'état de nos médias. Donc moi, j'étais abonnée à Télérama, je lisais Le Monde, je lisais Le Nouvel. Et cette histoire d'auto-attestation, pour moi, c'était une blague, mais je m'attendais à ce que les médias que je suivais, même ceux que je ne suivais pas, allaient contester. Et quand j'ai vu qu'à défaut de contester, en plus, on nous fournissait un mode d'emploi pour les remplir, je dis, là, on est grave. Mais aussi, je voulais préciser, à qui on fait dire c'est la loi? C'est pas justement à des gens qui sont des vigiles, par exemple. Ces mêmes vigiles qu'on a habitués à nous fouiller lors de 2015. J'ai ouvert le site que tu cites là, donc qui est sur WordPress, avec Je suis Charlie. Je suis Charlie. Très vite, on est arrivé à quelque chose de liberticide où, avec nos triangles orange là
Et ce Vigipirate en état d'alerte permanent a trouvé normal de fouiller les gens. Quand au cinéma, je me suis révoltée en pensant que d'autres gens allaient faire que moi, en disant mais il est hors de question que le moindre employé se mette à regarder dans mon sac. Et plus que regarder, parce qu'en plus, il croit trouver normal de fouiller dans ton sac, alors que, rappelons que fouiller dans un sac, c'est une perquisition quand même. Hein. Il n'y a qu'un OPJ qui a le droit de le faire, et pas n'importe comment en plus, et pas bon. Et que j'étais la seule à dire non. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens acceptent qu'on regarde dans leurs affaires, qui sont la vie privée, et te justement, disent que tu es un terroriste potentiel. Donc déjà 2015, oui. à mon sens, un pli a déjà été pris en France, un pli très fort. Faut se souvenir qu'après le Bataclan, donc était le 13 novembre, très vite arrivaient les fêtes de fin d'année. Quand les gens faisaient emballer leurs cadeaux, les vigiles leur faisaient déballer les papiers cadeaux pour vérifier s'il n'y avait pas une bombe dedans. Enfin, disons, à vérifier s'il n'y avait pas quelque chose dedans. C'était un moment extrêmement fou. Et pourquoi écrire, c'est important? C'est parce que moi-même, j'oublie et ça permet de reconsulter ce qui s'est passé. Sans s'encombrer la mémoire, mais de se dire, mais comment on a accepté ces choses-là? Et à un moment donné... Malheureusement, qu'est-ce qu'on arrêtera d'accepter dans les temps à venir? Parce que, pour dire, ça m'a fait penser à un truc, là, ce que tu viens de me dire sur la fouille des sacs, etc., puisque mon ami Lucien Cerise me disait qu'à la Bibliothèque nationale de France, avant 2015, avant les attentats, notamment du Bataclan, donc avant l'état d'urgence, eh bien, des SDF, etc., il y avait beaucoup de clochards et compagnie qui venaient se réchauffer à la BNF. La BNF, c'est immense, hein, c'est la Bibliothèque nationale de France que Mitterrand a inaugurée en 95. Et depuis le Bataclan, donc on rappelle qu'à minuit, Hollande décrète l'état d'urgence terroriste et qu'on n'est pas sorti. Voilà. Après, on y est toujours. Et à ce moment-là, fouille des sacs, comme si tu étais à l'aéroport, les douanes, etc. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que là, hier, c'était le fameux 12 juillet, et donc j'ai fait une lettre publique à Macron concernant le fameux pass sanitaire, pass vaccinal. Quand il y a eu cette allocution le soir du 12 juillet, il faut alors, fraude ou pas, falsification ou pas, les gens, il a été dit dans les médias officiels que plus d'1 million de réservations pour les injections ont été faites sur Doctolib suite à l'allocution de Macron. Le problème, c'est qu'il y a des gens, quand ils regardent la télévision et qu'ils voient Macron avec ce regard de tueur, c'est limite, il manque plus que le flingue. Et donc certains, notamment peut-être des seniors, des gens qui sont seuls, qui ne voient pas leur famille souvent, etc., ont pris peur devant un président qui n'est pas du tout rassurant, qui est culpabilisateur, qui est même agressif dans une allocution, en disant si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne serez plus des citoyens normaux. En gros, c'était ça la substance. Et en fait, qui a hypnotisé une partie de la population dans une forme d'hypnose sataniste, en disant voilà, à partir de maintenant, vous faites ce que je dis, c'est moi qui décide et vous êtes les esclaves. Et si vous ne faites pas ça, eh bien, on vous empêchera de vivre normalement. Et donc, certains ont pris peur en allant se faire injecter et en ont profité pour créer la division. Et il y avait une forme d'incitation à la haine dans son discours en disant, voilà, les soignants, s'ils ne se font pas injecter, bah, grosso modo, faites en sorte de vous rebeller contre les soignants, les infirmières, etc., qui ne suivent pas le mouvement. Faites en sorte de savoir l'avis de vos collègues. En fait, c'était une sorte de chat contrôle entre citoyens. C'est pour ça que le truc Stop, tous anti-Covid a été créé. Alors, tous ces trucs-là n'ont pas fonctionné, mais il y en a qui étaient... Alors moi, ce qui m'a le plus sidéré de tout ce qu'on a vécu, c'est ceux qui étaient encore plus radicaux que les radicaux. C'est-à-dire qu'au sein de la population, il y avait des gens qui étaient prêts, notamment sur les plateaux télé, à faire en sorte que les non-vaccinés payent eux-mêmes leur prise en charge à l'hôpital, ou alors ne soient plus considérés, n'aient plus la sécurité sociale, etc. Ouais, Dans un procès de Nuremberg, ces gens-là, je les mets au premier rang. D'ailleurs, ils passent toujours à la télévision, sur RMC et sur autres. Ces gens-là, je leur réserve les premières loges. Parce qu'en réalité, répondre de crimes contre l'humanité. Parce qu'en réalité, c'est une incitation au crime contre l'humanité. Quand on empêche, si on avait remplacé non-vaccinés par juifs, ça aurait donné quoi?
Ça aurait donné de l'antisémitisme. Si ça avait été musulman à la place, on aurait dit c'est du racisme. Ça s'appelle de la discrimination, ce qui a été fait. Moi, j'ai été discriminé dans la société. On m'a empêché d'aller sur mon lieu de travail parce que j'avais pas le bon QR code. On s'est pas préoccupé si j'étais en bonne santé. On se préoccupait si j'avais le bon QR code. Ça n'avait rien de sanitaire. Et donc, j'ai été plus maltraité qu'un Salah Abdeslam en prison après les attentats du 13 novembre. Élodie Cazebiel et Michel Procureur ont été radiés pour plusieurs années pour avoir fait des faux passes. Ils ont été moins bien perçus que Joël Le Squarnec. On en est à ce niveau-là de saloperie. Et Il y a après, il cette, faudrait dire que tout va bien. il y a cette saloperie, mais il y a surtout ce délire. C'est-à-dire que s'il y avait un vaccin qui fonctionnait, pourquoi vouloir que les autres se vaccinent? C'est-à-dire que Non, mais, c'est- non, mais déjà, tu l'as vu en tant que philosophe et en tant qu'auteur, les mots distanciation sociale. Là, en relisant le bouquin de Schwab pour la lecture audio, quand vous l'écouterez en lecture audio, vous vous direz, mais c'est vrai, distanciation sociale, maladie asymptomatique, c'est-à-dire tout bien portant est un malade qui s'ignore de Knock, c'était Ouais. une immense pièce de théâtre, mais une pièce de théâtre morbide. C'est-à-dire qu'en fait, donc on est capable du jour au lendemain d'arrêter tout un pays pour un virus, soi-disant, d'accord, qui va tous nous tuer, sachant que personne n'est tombé dans la rue mort. Là, Exact. ils veulent faire la même chose avec le climat, parce qu'il y a des Oui. gens qui s'auto-confinent de manière énergétique. On a des lieux qui ferment à 14 heures. La médiathèque de mon quartier, elle a été conçue sans clim, comme le CHU de Nantes. Voilà, parce qu'en fait, les architectes ont jugé que la clim n'était pas indispensable. Donc, c'est un truc de verre qui nous a coûté 8 millions d'euros quand même, 7 ans de construction avec des financements, etc. Mais tu peux pas y aller après 14 heures parce que c'est fermé. Voilà, parce qu'il n'y a pas de clim. Voilà. Donc, c'est la France de dingue, quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, on va donner notre pognon à Zelensky qui va parader demain sur les Champs-Élysées, alors que ce mec-là devrait être en tôle, voire plus si affinité. Et par contre, pour nos seniors, pour les EHPAD, pour les hôpitaux, notamment de Nantes en 2028, t'as pas de clim parce que tu as 3 trous du cul sur les plateaux télé qui nous disent que ça réchauffe l'air extérieur. Mais ces gens-là, c'est de tarte dans la gueule. À un moment donné, j'ai plus envie d'être diplomate à ce niveau-là. Ces gens-là sont des dangers publics et sont même des terroristes. Ce sont des terroristes de la pensée unique. Ces gens-là, ce sont des terroristes. Ce sont les mêmes qui vont, comment dire, nous dire comment on doit penser, comment on doit manger. Et ces gens-là nous parlent de démocratie H24. Donc ces gens-là, il faut les boycotter. Et ouais, mais, Voilà. Et la philosophie, je pense, doit permettre. Voilà. ben, On a fait une philosophie intense. elle doit permettre déjà de prendre de la distance, assurément, retrouver de la joie à vivre, retrouver de vivre, en fait, en réalité. Suivre des ordres, ce n'est pas vivre, hein, effectivement, et trouver ça confortable, de trouver ça, de permettre d'avoir une tranquillité de suivre les ordres, ça devrait gêner, au contraire. C'est-à-dire que plus on a un état d'esprit de liberté, donc philosophique, plus on est dans une intranquillité dès qu'on nous impose quelque chose. Mais c'est vrai qu'il y a trop de gens qui se disent « Oh, c'est plus facile de suivre ce qu'on nous dit. C'est plus facile de ne pas demander l'étiquette caisse. C'est plus facile de ne pas râler quand à l'aéroport on me demande des choses absolument délirantes. La dernière fois que j'ai été justement pour aller en Ariège chez Christelle, il y a une dame devant moi, on lui a fait jeter 3 produits parce qu'il y a trop de liquide dedans. Et alors après, on te donne des petits sachets plastiques pour isoler tes différents produits. On m'a fait isoler un déodorant, tu sais, un déodorant bille. Alors j'ai regardé un peu le gars parce que je suis quand même plutôt expressive. Il me dit mais quoi, je connais mon métier. Oui, c'est du liquide. Donc il me l'a mis dans un sac plastique à part. Bon. J'ai un peu râlé, ça me fait du bien quand même. Mais voilà, la philosophie, c'est effectivement aussi peut-être, j'espère, enfin on en a besoin parfois, c'est de trouver même à en rire un peu. Oui, Voilà. oui. Ah bah, c'est sûr que les humoristes ont eu du boulot là ces dernières années. Je pense qu'ils n'ont jamais eu autant de travail que sous l'ère Macron, parce qu'entre les Castex qui cherchaient ses lunettes et qui disaient qu'il fallait le café assis plutôt que debout, etc., et qu'on a placé à la RATP en plus, parce que c'est pareil,
c'est toujours pareil. Mais tu vois, je me disais là, le seul endroit dans ma commune où il fait frais et gratuit, c'est dans la cathédrale. Donc c'est peut-être aussi un signe qu'il faut retourner à la source. Il faut peut-être retourner aux prémices, parce que c'est quand on en arrive à un stade où quand il fait chaud, même chez soi, et que le seul endroit de ta commune où tu peux comment dire, j'allais dire te repentir, en tout cas te recueillir sans avoir à payer quoi que ce soit et avec de l'air frais en permanence, et que c'est une cathédrale, tu te dis bah peut-être qu'il y a un signe, une synchronicité, que c'est le moment de revenir à la source. Et voilà, donc pour ce faire, par la suite, qu'est-ce que tu as comme message pour nos auditeurs pour terminer cette émission? Peut-être un message philosophique justement? Écoute, l'important, c'est d'avoir un bon état d'esprit qui nous permet d'aller de l'avant, hein, de trouver et de rêver encore. Le rêve est ennemi des gens qui ne veulent plus qu'on rêve, justement. Le rêve, c'est le premier pas vers l'imagination, le premier pas vers la création. Et sincèrement, pour trouver même un nouveau système politique et de nouvelles façons d'agir, il va falloir vraiment être très créatif, très artiste, hein, pour changer cette habituation dont on nous a mis déjà dans des couloirs tout prêts à suivre, hein, et d'être des followers et non pas d'être des acteurs. Voilà, trouver le sens de la vie, du vivant. Le vivant est quelque chose de toute façon qui n'est pas déterminé à l'avance. Alors si demain nous retrouvons un système vivant, aucun prédicateur de destruction pourra le prévenir. Et effectivement, d'être tellement dans la destruction, finalement, ça va peut-être détruire les destructeurs. Hein, je pense qu'ils y ont pensé. Ils sont même prêts à aller jusqu'à ça, c'est-à-dire peut-être détruire les autres en acceptant de soi-même se détruire. Mais la décision de la destruction, qui est un anti-vivant, amène à cet aboutissement, à cet anéantissement. Ça, j'en suis persuadée. Maintenant, c'est vrai qu'en attendant, il ne faut pas se laisser anéantir par ces gens, puisque nous-mêmes, nous avons cet instinct de vie, cet instinct animal, cet instinct charnel. Voilà. Bah, écoute, merci à toi en tout cas Laurence pour cette émission et pour ces explications. Ça a été un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Alors demain, une émission particulière avec différents sujets que nous allons traiter, comme le VIH, le transhumanisme, l'intelligence artificielle, le Covid, voilà, avec un témoignage très important. Donc ce sera une émission qui va bousculer les lignes, si je puis dire, en ces temps d'apocalypse et de révélation, sachant que je te remercie Laurence pour ton intervention ce soir. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour cette émission avec l'invité mystère. Merci à toi Laurence. À plus Merci tard. à toi. Bonne soirée.